Beaucoup d'entre vous ne le savent certainement pas, mais bien des félins ont l'habitude de sucer les doigts comme vous suciez votre pouce quand vous étiez petit. Regardez par exemple ce caracal tout à fait gentil qui vous montre ses belles dents en guise d'invitation à vous faire un câlin. Il devient immédiatement un minou-minou lorsque vous lui offrez votre doigt à sucer. Ce léopard ou jaguar noir élevé par un humain insolent semble également apprécier d'avoir un doigt de singe dans la bouche. Il s'avère que chez les chats, sucer un doigt peut donner un sentiment de bien-être intégral, un genre de méditation feng shui. Peace and love, faites des bisous, pas la guerre. Le fait de sucer un doigt est un réflexe des félins inscrit dans leur mémoire comme un bonheur parfait, car c'est tout simplement ce que font les petits lorsqu'ils boivent le lait de maman. Regardez celui-là comme il est perché au paradis, tant ça semble le réconforter. On dirait un chaton qui tète, non? Là, cet insolent essaye de se faire sucer le doigt par un lion. Mais ce félin sait que sa réputation est en jeu et qu'il n'a pas intérêt à être vu soumis à l'humain de cette manière. Sinon, le grand conseil de lion risque de le punir sévèrement. Bon, évidemment, il faut que le félin ait été élevé par un humain depuis son plus jeune âge. N'allez pas vous amuser à essayer ça avec des félins sauvages, ils vont vous arracher le tibia. Et n'essayez pas non plus avec vos félins de compagnie, car même s'ils vous aiment, ça ne veut pas dire qu'ils veulent votre doigt sale dans leur bouche, bande d'insolents. Tu savais que les homards sont biologiquement immortels? Genre si tu es un homard, quand tu as à bouffer et que personne ne se croque les pinces, tu pourrais juste continuer de grandir non-stop et tu ne mourrais jamais. Et c'est comme ça qu'on arrive à des trucs genre Big George, qui a vécu jusqu'à au moins 140 ans. Tuez-moi s'il vous plaît! La seule raison pour laquelle les homards finissent par crever, c'est parce que de temps en temps leurs organes tout mous deviennent trop gros pour leur carapace solide, donc ils doivent muer hors de leur exosquelette. Et le problème c'est que plus le homard est grand, plus ça demande de l'énergie de muer. Donc à un moment ça demande trop d'efforts, ou qu'ils ont la flemme et se contentent de crever. Mais du coup comment les homards font pour ne pas vieillir? Regarde bien, voici une cellule humaine. Après 40 divisions en d'autres cellules, cette cellule n'a plus l'envie et arrête de se répliquer. Mais les cellules des homards n'ont pas cette flemme, elles ne s'arrêtent jamais. Pourquoi? À la fin des chromosomes, il y a ce qu'on appelle des télomères. Et à chaque fois que des cellules se multiplient, ces télomères sont coupés de plus en plus et à un moment, ils deviennent trop courts et ne peuvent plus être copiés. Mais les homards ont des enzymes spéciales appelées télomérases. Ils peuvent soigner ces télomères, ce qui permet aux cellules de se multiplier à l'infini, donc en gros, elles ne vieillissent jamais. C'est ça le secret de l'immortalité. Les dodos se sont éteints parce qu'ils sont débiles, n'est-ce pas? Mais c'est faux et je vais rétablir la vérité. Il y a 4 millions d'années, un pigeon ancestral volait peinard au-dessus de l'océan Indien quand il a découvert la merveilleuse île Maurice, le paradis sur terre, plein de trucs à bouffer, mais surtout aucun prédateur à l'horizon. Mon gars, c'est lourd ici! Ça te dit qu'on reste ici ou pas? Et c'est ce qu'ils ont fait pendant 4 millions d'années, et avec cette nourriture gratuite open bar, chaque génération de pigeons est devenue de plus en plus balèze. Après tout, sans prédateur, pas besoin d'être mince et rapide, vous pouvez juste tout dévorer. Et ils ont fini par ressembler à ça. Mais maintenant, ils étaient tellement gros qu'ils ne pouvaient plus voler. Mais puisqu'il n'y a aucun prédateur, juste une bande de tortues, 4 millions d'années sans jamais se faire attaquer, fait qu'ils avaient oublié qu'est-ce que c'était d'avoir peur. Mais on s'en fiche. Tant qu'ils restaient isolés sur leur île paradisiaque, ils n'auraient aucun problème, n'est-ce pas? Mais c'est là que les Européens ont débarqué. Et devinez ce qu'ils ont ramené avec eux. Toute une panoplie de prédateurs affamés. Salut, nouvel ami! D'où viens-tu? Ils étaient trop habitués à une vie paisible et ils se sont tous fait massacrer. Et puis, il fallait bien que les Européens mangent quelque chose pour survivre, donc ils ont servi de poulet grillé à toutes les sauces. Surtout qu'ils étaient bien dodus et ont fini par s'éteindre complètement vers l'an 1680. Si vous balancez un chat du sommet de la plus haute tour du monde, est-ce qu'il va retomber sur ses pattes? Les scientifiques ont fait de multiples expériences et à hauteur normale, les chats ont un réflexe de dingue qui leur permet de se contorsionner dans les airs en une fraction de seconde. C'est comme ça qu'ils peuvent tomber sur leurs pattes. Mais si votre esprit sadique les balance depuis le Burj Khalifa, le réflexe sera aussi utile qu'un panneau stop en pleine nuit à la campagne. Et le chat, peu importe comment il atterrit, va cligner des yeux et se réveiller auprès de ses ancêtres. Un homme aveugle a touché sa défense et il a pensé qu'un éléphant devait être lisse et pointu comme une lance. Un autre homme aveugle a entouré une patte en pensant que l'animal entier devait être long et épais comme un arbre. Le troisième aveugle a touché une oreille et pensait qu'un éléphant c'était large et flexible comme une aile. Et les trois aveugles se disputaient, chacun sûr d'avoir raison sur la forme de l'éléphant. Mais chacun n'avait qu'une partie de l'animal. Et s'ils s'étaient écoutés, ils auraient pu obtenir la forme complète. Ce poème inventé en Inde il y a des siècles montre que pour avoir la vérité, il faut écouter toutes les opinions, sinon on est piégé par sa perspective. Les tarentules kidnappent les grenouilles et les gardent comme animaux de compagnie. Les tarentules peuvent largement dévorer les grenouilles, mais une d'entre elles a fait un pacte avec le diable. Quand une grenouille approche un terrier de tarentule, l'araignée sort mais ne se jette pas sur ce goûter sur pattes. Elle vérifie les composés chimiques que dégage la grenouille, et si ça lui plaît, elle décide de la garder dans son terrier pour former un duo improbable. Et le bénéfice c'est que la grenouille mange les insectes qui normalement mangeraient les œufs de la tarentule, et en échange, la tarentule protège la grenouille contre n'importe quel prédateur qui voudrait la manger. Mais pourquoi les insectes volent vers les lumières alors que ça finit toujours par les cramer? Ben en fait, ils ne volent pas directement vers la lumière. Le truc c'est que pour se repérer, les insectes gardent leur dos toujours pointé vers la lumière. Quand il fait jour, ils savent que le soleil est en haut et gardent leur dos vers lui. Mais la nuit, ils voient mal et ne sentent pas la chaleur du soleil. Donc ils pointent leur dos vers la lune pour être sûr de bien voler avec le sol vers le bas et le ciel vers le haut. Mais quand une nouvelle source de lumière apparaît, ils veulent absolument la mettre dans leur dos. C'est pour ça qu'ils tournent autour comme des idiots jusqu'à ce qu'ils crèvent brûlés ou zappés. Quand un porc-épic est dans la merde, vous pensez peut-être qu'il balance ses épines via son dos, directement dans la tronche de ses prédateurs. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand ils sentent qu'ils risquent
de finir en saucisson, ils lèvent et rabaissent leurs épines, ce qui les rend plus facilement détachables. Et comme chaque épine a des accroches microscopiques, au moindre toucher, elles s'enfoncent dans le corps de ses ennemis. Donc si un prédateur a le culot de s'être approché trop près, les accroches des épines les font s'accrocher directement dans la peau et ça arrive à la vitesse de l'éclair. C'est pour ça qu'on a l'impression que les porcs-épics tirent des missiles épineux. Ne jamais enlever les griffes de son chat. Je parle de le dégriffer, pas juste de les couper, car ce processus ampute les derniers os des pattes de votre chat, puis les tendons et ligaments se font aussi sectionner, ce qui retire la griffe complètement. La guérison met le chat en PLS de douleur constante en réapprenant à marcher avec des doigts amputés. Marcher, sauter et même garder l'équilibre est une épreuve. Même quand tout sera guéri, le chat peut développer des douleurs chroniques à vie et même de l'arthrite. Si votre minou reste à la maison, contentez-vous de lui couper les poings. Mais s'il va dehors, laissez-lui ses griffes, il en a besoin pour se défendre. Un Américain a tiré au pistolet sur un cactus puis le karma l'a foudroyé. David Grundman en 1982 a décidé d'être une andouille et de tirer du plomb droit sur un cactus saguaro, un machin de 5000 kg et 15 mètres de haut, qui peut vivre jusqu'à 150 ans. Pas futé, il a donc allumé plusieurs fois le cactus, histoire de rigoler un bon coup. Mais un bras de cactus de 200 kg a commencé à craquer et est tombé sur lui, badaboum, insolent. Ne pensez même pas aux épines, il s'est fait instantanément balayer hors du monde des vivants par la masse du bordel. Pourquoi un fer à cheval, ça ne met pas le cheval en PLS de douleur? Quand un fer à cheval est fixé à la patte du cheval, on aurait dit que les clous vont faire hyper mal en pénétrant. Mais les sabots de cheval sont faits de kératine, la même matière que vos ongles ou la corne d'un rhinocéros. Et tout comme pour vos ongles, les chevaux n'ont aucune terminaison nerveuse dans la partie extérieure de leurs sabots. Donc quand le fer à cheval est fixé avec la bonne longueur de clou et dans les bonnes zones, ça ne fait aucunement mal à l'animal. On mange 25 millions de chiens par an. Voici combien d'animaux les humains mangent chaque année. On mange 50 000 tortues par an, 83 000 crocodiles qui sont élevés dans des fermes exprès pour être mangés, 400 000 oursins sont dégustés surtout au Japon, 3,3 millions de chameaux et de dromadaires sont dévorés, 4,3 millions de chevaux ne font pas... Mais... 10 millions de chats, oh pauvre minou. 25 millions de chiens servent de meilleurs amis dans l'assiette, 26 millions de buffles finissent en steak chaque année, 50 millions de poissons tilapia sont engloutis avec ou sans sauce, 60 millions de pigeons sont apparemment encore chassés et mangés dans le monde, 70 millions de cochons d'Inde sont mangés, tous élevés pour leur nourriture au Pérou, 100 millions de requins sont croqués par an comparé à même pas 5 humains tués par des requins chaque année, 300 millions de vaches sont cuites à toutes les sauces, 500 millions de moutons sont consommés, 500 millions de homards également, 620 millions de dindes dont 10% aux États-Unis et au Canada pour Thanksgiving et l'Action de grâce, 700 millions d'escargots sont avalés principalement en France, 750 millions de saumons, 900 millions de thons qui finissent en maillot ou en pâté pour votre chat, 1 milliard de lapins ça va remplir votre estomac, 1,5 milliard de cochons au fond de même, 2 milliards de pieuvres purées, ça je ne l'aurais pas deviné, 2 milliards d'huîtres, ça n'étonne personne, 2,1 milliards d'oies suivent le même sort, 3 milliards de canards finissent en magret ou encore à l'orange, 5 milliards de crevettes venant d'élevage et encore plus capturées par la pêche, et 75 milliards de poulets finissent en sauce, rôti, grillé, frit, boucané, blanc et j'en passe. Un Américain a tiré sur un tatou en 2015 et s'est mangé un karma galactique. Cet animal inoffensif qui ne fait de mal à personne est recouvert d'une armure solide, composée de multiples plaques osseuses dont il a besoin pour survivre face aux coyotes, lynx, pumas, jaguars et alligators qui vivent chez lui, ils veulent tous le manger. Ces plaques forment un bouclier tel que la balle de son revolver a ricoché et lui est revenu en pleine poire au niveau de sa mâchoire, ce qui l'a mis en PLS absolu. Vite amené à l'hôpital, il a eu besoin de gaspiller le talent des chirurgiens pendant des heures pour reconstruire son visage abîmé. Il n'y a pas que les chats qui adorent les cartons, les tigres adorent les cartons, les lions adorent les cartons, les léopards adorent les cartons, les lynx adorent les cartons, les caracals adorent les cartons, les jaguars adorent les cartons, les pumas adorent les cartons, les cervales adorent les cartons. La queue du chien est sectionnée net si vous voulez que votre chiot subisse un amarrage de sa queue, ce qui coupe les muscles, les vaisseaux sanguins et les nerfs. Parfois même l'os lui-même sera coupé. Et comme le chiot n'est né qu'il y a quelques jours à peine quand l'opération a eu lieu, aucune anesthésie n'est pratiquée car il est trop jeune. Le chiot ressent toute la douleur de l'opération qui peut être tellement intense que certains chiots meurent du choc qui balaye leur système nerveux. Même pour les chiots qui survivent, les dégâts au système nerveux peuvent causer des douleurs à vie à la pauvre bête. Si vous enterrez votre hamster décédé, il y a un risque en fait qu'il n'était pas mort, surtout en hiver. La température chez vous descend un peu trop pendant un bon moment, le rythme cardiaque et la respiration de votre hamster va ralentir et il va entrer en hibernation pour économiser de l'énergie, ce qui le rendra tout raide et froid au toucher et parfois il ne va pas se réveiller même si vous le touchez. Donc vous allez l'enterrer et lui dire adieu, mais en fait il est toujours vivant le petit loup. Si vous tirez sur une mouche avec un pistolet, est-ce que la mouche est suffisamment rapide pour esquiver la balle? Je sais, c'est très américain comme question. Voilà ce que voit une mouche. Pour les mouches, le monde bouge au ralenti car les mouches analysent ce qu'elles voient, il est 4 fois plus vite que nous et elles s'envolent en à peine 20 millisecondes. Mais une balle fonce à entre 900 et 1800 km/h, aussi vite qu'un avion rafale. D'ici à ce que la mouche repère la balle arrivée vers elle, la balle aura déjà parcouru près de 7
7 mètres. Donc si vous arrivez à bien viser, la mouche sera pulvérisée. Si vous écrasez une araignée, vous pourriez ouvrir les portes de l'enfer en relâchant des centaines de petits démons. Et ce cauchemar arrive parce que certaines araignées ne pondent pas leurs œufs au niveau de leur toile. À la place, maman doit travailler son sac d'œufs accroché à son derrière. Une fois que le sac arrive à son terme, les bébés araignées vont grimper le long du dos de leur mère. Et si c'est à ce moment-là que vous décidez d'écrabouiller maman de toutes vos forces, bonjour l'invasion, il est temps de prier tous les dieux. Ils attachent une petite corde autour de la patte d'un éléphanteau suffisamment serrée pour qu'il ne s'échappe pas. Il refuse d'être prisonnier, donc le petit tire et tire et tire pendant des jours et des jours, mais la corde est trop solide. À force, le pauvre bébé finit par abandonner, mais une fois que bébé est devenu adulte, les maîtres horribles continuent de le garder attaché. Adulte, il a largement la force pour se libérer, mais il n'essaye même pas. Il reste attaché comme il l'était quand il était petit, et pense toujours que la corde est plus forte que lui. Ce n'est donc pas la corde qui le maintient, c'est la pensée que se libérer est impossible. Le poisson-chat vous mord la main et s'y accroche car il pense que c'est de la nourriture. Pendant qu'il s'accroche, vous devez agir vite pour bien le maintenir. Utilisez votre autre main pour attraper le poisson par sa mâchoire intérieure, et la grande force de morsure du poisson-chat vous aide à plus facilement le tirer pendant que vous le remontez loin du fond. Puis sortez vos gros muscles et soulevez le poisson-chat hors de l'eau en l'empêchant de s'échapper quand il se tortille. C'est comme ça que, comme madame, vous sortez ce monstre de l'eau. Quand les humains meurent, leur corps émet une forte odeur qui va attirer les animaux de compagnie. Poussés par la faim et leur instinct, il arrive que chien et chat commencent à passer à table. Les chats préfèrent des tissus mous et faciles à récupérer comme votre nez et vos lèvres, le tout avant que le corps ne devienne trop rigide, alors que les chiens attendent que votre odeur corporelle devienne répugnante avant de soudainement être intéressés. Mais bon, Minou et Toutou ne le font pas parce qu'ils sont horribles, ils ont faim et sont poussés par leur instinct de survie. Un homme a ramassé un manchot qui était couvert de pétrole gluant et collant. Il l'a ramené chez lui et l'a nettoyé comme si c'était normal. L'animal épuisé s'est laissé faire, et les jours qui ont suivi, monsieur Joao Pereira de Souza a nourri l'animal en lui achetant du poisson. Une fois qu'il avait l'air en bonne santé, il l'a ramené sur la plage, mais le manchot l'a suivi pour rentrer à la maison. À force, il a fini par repartir dans l'eau, mais quelques mois plus tard, il est revenu. Et il a fait de même pendant les 8 années qui ont suivi, retournant sans cesse en nageant près de 7500 km chaque été pour faire coucou à l'humain qui l'avait sauvé. Ce café est fait à partir des crottes de cet animal, et bizarrement, c'est logique. En fait, les graines de café grandissent à l'intérieur de ces fruits rouges, et ces civettes asiatiques d'Indonésie adorent les manger. Mais grâce à leur incroyable sens de l'odorat, elles ne mangent que les fruits les plus mûrs. Leur intestin digère l'extérieur du fruit, puis elles font la grosse commission et éjectent ces parfaitement intactes graines de café de haute qualité. Puis les propriétaires les nettoient et les vendent au prix de 450 balles le kilo. Quand un foutu moustique vous pique, il vous poignarde avec 6 différents tubes en forme d'aiguille. Mais pourquoi on ne se rend pas toujours compte alors? Une de leurs aiguilles injecte de la salive dégueulasse dans votre corps, et cette salive empêche votre sang de coaguler, ce qui permet à ce moustique femelle de boire ton sang. Mais en plus, cette salive contient un produit chimique qui endort tes récepteurs de douleur. Voilà pourquoi on ne sent pas toujours ces créatures démoniaques quand elles sucent notre sang. La plus grande injustice humaine nature, c'est de ne pas pouvoir caresser ces félins interdits. Si ces gros chats sauvages ne sont pas nos amis, alors pourquoi ont-ils la forme d'un ami alors? Oui, ils peuvent tous se trancher la gorge d'un coup de patte, mais si peut-être que les 5 secondes qui précèdent, on pourrait faire des gousi-gousi à un tigre, ne serait-ce pas là la définition du bonheur ultime? Nous poser et recevoir des ronrons d'un guépard ou d'un puma. Dans ce monde où on a l'air d'être de plus en plus seul, la solution ne serait-elle pas de devenir meilleur ami avec un jaguar? Quel fun infini ce serait que de grimper aux arbres avec un léopard? On pourrait jouer la baballe au sol et dans les airs. Les autres nous confirmeront que ça nous coûterait la peau des fesses de les nourrir. Pas de croquettes pour les léopards des neiges. Mais si je travaille dur 35 à 40 heures par semaine, alors pourquoi n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Et puis, au lieu d'acheter un arbre à chat à 120 €, mon lynx pourrait utiliser un vrai arbre, donc c'est écolo et bon pour la planète, non? Qu'est-ce que ça peut faire que mon lion puisse manger le chien du voisin? Vous avez vu la tronche du truc? Être mangé, ce serait le libérer de ses souffrances, sérieux. Et puis, pensez aux victimes d'agression. Avoir un puma musclé de compagnie, mais qui viendrait les embêter? Donc en plus, ça soulagerait la charge de travail de la police. Je sais que vous êtes tous d'accord avec moi. Vous connaissiez le tigre le plus terrifiant de l'histoire qui a mangé plus de 400 personnes? Au début des années 1900 au Népal, il y avait une tigresse particulière qui s'était mise à ne chasser que les humains. Ça n'a commencé qu'avec une poignée de victimes au début, mais au fil du temps, elle a appris comment les humains fonctionnaient dans leur vie de tous les jours et elle s'est améliorée dans ses baffes mortelles. Pas bête, elle ne s'attaquait en majorité qu'aux personnes vulnérables, seules ou sans défense, typiquement les vieux et les enfants. Et ce même en pleine journée. Vous pouviez simplement partir du village pour aller chercher du bois pour le feu à 14 h et vous faire croquer la nuque et dévorer tout cru d'un seul coup. La tigresse dégommait ainsi 1 à 2 personnes par semaine, ce qui a causé une panique totale et le chaos au Népal, où des villages entiers évacuaient direct dès qu'une attaque avait eu lieu dans le coin. Les gens se mettaient à se déplacer en grand nombre, terrifiés, et même à s'automettre en couvre-feu. La tigresse a ainsi balayé près de 200 victimes au Népal, avant d'être poussée par l'armée à fuir vers l'Inde, le pays voisin. Elle y a continué à planter ses crocs dans des centaines d'humains supplémentaires, avec la même stratégie. Là encore, la panique générale s'est propagée. Les gens ont même commencé à barricader leur maison, et certains ne voulaient plus du tout sortir de chez eux. Mais tout s'est arrêté lorsque le chasseur célèbre anglais et indien Jim Corbett finit, après une longue traque et plusieurs tentatives, à tuer la tigresse après qu'elle venait d'éclater une jeune indienne adolescente. Les analyses ont révélé que la tigresse avait dans sa jeunesse reçu un coup de fusil d'un probable chasseur de trophées, ce qui a tellement bousillé sa mâchoire qu'elle ne pouvait plus chasser ses proies habituelles. Elle s'est donc tournée vers des proies plus faciles à tuer et dévorer, les humains. Jim Corbett, attristé par cette tigresse car il n'avait pas d'autre choix pour survivre, a arrêté la chasse et a fait construire un parc national pour protéger les tigres qui porte aujourd'hui son nom. Ça c'est un beluga et sa tête est comme un ballon gonflable qu'on aurait rempli
rideaux. Mais si ça a l'air bien chelou, sa tête est composée d'un melon comme chez tous les membres de la famille des dauphins. Mais chez le beluga, il est unique, car il peut changer de forme en fonction des besoins du beluga. Et ces belugas en ont besoin afin d'amplier leur écholocation. Ils émettent des sons qui rebondissent sur l'environnement, font marins ou proies appétissantes. Et changer la forme de leur melon leur permet de modifier les sons pour obtenir des meilleurs détails sur la position des objets. Quand les abeilles découvrent le nectar de fleurs, elles l'avalent et le gardent dans une poche spéciale. À l'intérieur, des enzymes commencent à démembrer le nectar, et quand les abeilles reviennent à la colonie, elles vomissent le nectar dans la bouche d'une autre abeille. Et cette abeille le vomit dans la bouche d'une autre abeille encore. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la quantité d'eau dans le nectar soit suffisamment basse. C'est ce processus dégoûtant qui donne au nectar la consistance d'une gelée, qui finit par devenir le miel que vous mangez. Ça fait quoi de manger du vomi d'abeille, bande d'insolents? Et regardez ce gros nez. C'est un singe appelé nasique, de nasal parce que les biologistes n'ont aucune imagination. Ils ont des nez tout mous, tout flasques, qui pendouillent comme autre chose. Et même si ça a l'air complètement ridicule, ce nez est extrêmement important pour eux. Forcément, ce ne sont que les mâles qui ont de tels nez massifs et ils l'utilisent pour attirer les plus belles femelles du coin. Le nez sert à amplifier leurs cris d'amour comme une caisse de résonance. Et comme vous l'avez sûrement déjà compris, les femelles nasiques ont tendance à préférer les mâles qui ont les plus gros nez. Les cocas sont des horribles mamans. Ces boules de poils adorables ont conquis le cœur du monde avec leur faux sourire plein de bonheur. Et derrière ce visage de conte de fées se cache l'une des pires mamans qui existent. Vous voyez, les cocas vivent au pays infernal qu'est l'Australie, sur des îles sans prédateurs, mais aussi sur le continent, là où en plus de tous les prédateurs démoniaques du pays, les colonisateurs européens ont aussi ramené avec eux des machines à tuer style renards et chats qui n'existaient pas sur l'île. Vous le savez, tous les chats sont des génocides sur pattes qui miaulent. Et face à ces nouveaux prédateurs, les cocas sont sans défense. Donc quand maman coca qui garde son petit dans son ventre que c'est une marsupiale comme les kangourous, elle n'est pas mignonne cette photo. Bref, quand maman se fait poursuivre par un minou qui veut lui croquer ses oreilles, elle se dit bon, j'ai un choix à faire. Ce prédateur est plus rapide et plus agile que moi. Donc elle décide de contracter les muscles au niveau de sa poche ventrale, ce qui éjecte son petit. Là on pourrait dire qu'elle va faire comme les biches sur le continent américain, mettre son petit en silence au sol pour fuir et attirer le prédateur vers elle pour que son bébé survive et qu'elle vienne le chercher plus tard. Mais non, évidemment que non. Elle l'éjecte et le fait crier et cracher pour que le prédateur le repère et le bouffe lui plutôt qu'elle. Après tout, une maman coca c'est important pour la reproduction, alors qu'un bébé qui se fait dévorer ce n'est pas grave. Pas toujours en faire d'autres, c'est insolent. Quand une abeille pique un humain, elle reste coincée pendant un moment et ne peut pas s'échapper. Et ça c'est parce que leur dard contient de fines accroches, donc il ne peut pas être retiré une fois qu'il a été plongé dans quelque chose. Mais quand l'abeille finit par réussir à s'extirper, le bout de son petit corps est automatiquement arraché parce que le dard reste dans la peau. Et l'abeille perd alors une partie de ses organes internes par la même occasion. Et elle meurt. C'est pour ça que les abeilles ne piquent qu'en cas d'urgence, alors que les guêpes qui n'ont pas d'accroche vous trouent la peau non-stop. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les jouets pour chiens font ce bruit ? J'ai la réponse et c'est un peu flippant. En fait, même si pour nous le bruit nous casse les oreilles, les chiens l'adorent à cause du temps où ils étaient des loups. Le bruit stimule leur instinct de prédateur car c'est le même bruit que les petits animaux font quand ils meurent. Lièvres, marmottes, souris ou fans, le bruit leur rappelle lorsque ces petits animaux sans défense allaient vite remplir leur estomac de délicieuses protéines. Tu savais que le guépard n'était pas l'animal le plus rapide du monde? On dit toujours que ces trois-là sont les plus rapides, n'est-ce pas? Mais en fait, la question même est peut-être incorrecte. Un guépard ira toujours plus vite qu'un insecte en vitesse pure. Mais si on calcule la vitesse proportionnellement à la taille de l'animal, qui gagne? Comparons avec l'unité longueur de corps par seconde ou LCPS. Usain Bolt pouvait atteindre 6 LCPS. Un guépard peut courir à 16 LCPS. Le faucon pèlerin atteint un fou 186 LCPS en une seconde de vol piqué. C'est équivalent à un humain qui parcourait les 400 mètres d'un tour de piste en à peine 2 secondes. Mais cette mythe les dégomme tous au jeu de la vitesse. Elle peut parcourir 322 LCPS. Si les humains pouvaient faire pareil, on obtiendrait en courant 2092 km/h. Pas aussi rapide qu'un avion de chasse. Et bouger à cette vitesse fait bugger les animaux. Les coléoptères cincidellinés fusent à entre 50 et 100 LCPS. À cette vitesse, ils deviennent temporairement aveugles. Leurs yeux ne peuvent pas détecter assez de photons pour former une image. Les lois de la physique permettent cette folie aux petits animaux. Plus un animal est grand, et plus sa masse grandit. Bien plus que la longueur de ses membres et de sa vitesse. En gros, plus un animal est grand, et moins il peut aller vite. Et le faucon pèlerin n'est peut-être même pas l'animal aérien le plus rapide du monde, car il atteint sa vitesse de pointe uniquement en piquant vers le sol. L'animal aérien le plus rapide en battant des ailes est la chauve-souris molosse du Brésil, qui en volant atteint 160,2 km/h ou 500 LCPS. Les blaireaux et les coyotes forment une des équipes les plus cheatées du monde animal. En Amérique du Nord, les deux sortent un pouvoir de l'amitié impitoyable. Les blaireaux n'ont pas le temps pour les conneries et déterrent les animaux de leur terrier. Mais si l'animal part au courant, le blaireau ne peut pas suivre car il est lent comme une tortue. Par contre, les coyotes, ça cavale à 69 km/h, mais ils ne peuvent pas creuser. Donc si un animal se cache sur terre, il est en PLS. Vous commencez à comprendre? Le blaireau déterre un animal en le laissant fuir et le coyote lui court après. Et s'il replonge dans un terrier, le blaireau se remet à le déterrer. À eux deux, ils ont tué le game ces insolents. Vous m'avez demandé c'est quoi le problème de ce chat? Sheki la tremblote est une star des réseaux tellement juste manger ça a l'air d'être une galère. Mais calme-toi insolente! Ce chat est atteint de l'hypoplasie cérébelleuse, une maladie qui met en PLS votre sens de l'équilibre et de la coordination. Et je dis votre sens car cette maladie existe aussi chez les humains où le cervelet à l'arrière du cerveau est plus petit qu'à la normale. Résultat, Sheki et d'autres animaux sont des piles électriques incapables de rester en place. Dans la nature, ce serait signer leur arrêt de mort. Les souris et autres rongeurs se foutraient
de leur gueule tellement ils pourraient facilement danser autour d'eux. Olé! Mais avec un humain, ils peuvent vivre normalement et même engendrer un max de fric pour leur mettre avec les millions de vues qu'ils font. Voici ton animal de compagnie pour toute ta vie. Un crabe de compagnie ne fait rien. Une vache de compagnie mais elle chie sur le canapé, like la vidéo. Un sterbal mais il fait des trous dans tes vêtements, commente la vidéo. Un ratel mais tu dois te battre avec tous les jours, like et commente la vidéo. Il y a du caca de cachalot dans vos parfums. Quand un cachalot avale un calmar géant, le bec tranchant comme une épée du calmar irrite comme pas possible les intestins du cachalot. Pour se protéger les intestins, il sécrète une substance graisseuse et au bout d'un moment, elle finit par être chiée dans l'océan, où ça flotte pendant des années car moins dense que l'eau. Avec le temps, la substance devient de plus en plus solide et devient de l'ambre gris, qui dégage une odeur très corsée. Et cette substance est utilisée pour faire des parfums de luxe qui coûtent la peau des fesses. Une femelle menthe religieuse va parfois avoir un petit creux et se mettre à déguster la tête de son amoureux pendant qu'ils se reproduisent. Mais étonnamment, le mâle peut encore bouger même après avoir perdu tête et cerveau, qui servent désormais de protéines pour sa dulcinée. C'est parce que les nerfs dans son abdomen peuvent fonctionner sans recevoir d'ordre de la cervelle. Le plus fou, c'est que ces nerfs peuvent s'activer et permettre au mâle de repartir vers la femelle afin de continuer leur danse de reproduction. Et une fois que tout est terminé, la femelle peut finir le boulot et dévorer le mâle. Mais tout ça ira. Ça arrive surtout quand madame est stressée dans les laboratoires des biologistes. Cette chouette est la plus nulle des chouettes. La chouette des terriers est une insolente qui vit au nord et au sud du continent américain et qui a clairement oublié comment chouetter. Déjà, elle a décidé que voler c'était nul et passe la plupart de sa vie au sol à courir et ne vole que très peu en ayant développé des pattes assez longues pour courir sur la terre ferme comme une petite folle. Je vous interdis de trouver ça adorable. Sauf que cette nullité vit là où des blaireaux veulent la manger, des coyotes veulent la manger, des serpents veulent la manger, des chiens et chats sauvages et domestiques veulent la manger. Bref, tout ce qui apprécie le goût de poulet. Mais comme elle ne vole pas beaucoup, elle ne fait pas son nid dans les arbres. Il a fallu trouver un moyen de se cacher des carnivores. Elle s'est donc dit tiens, je vais vivre dans les terriers au sol. Mais oui, bien sûr, c'est intelligent ça. Bref, ce n'est pas avec ses ailes pourrites qu'elle va creuser quoi que ce soit. Donc elle cherche des terriers de blaireaux ou de chiens de prairie et vit dedans. Oui, elle vit dans les terriers de blaireaux alors que même blaireaux la mangent. C'est intelligent ça. Nous aussi on adorerait vivre dans une grotte avec des tigres, n'est-ce pas? Ça c'est un chat-ours, mais ce n'est ni un chat ni un ours. On l'appelle aussi binturon. Un machin de 20 kilos qui vit en Asie et qui fait partie de la même famille de carnivores que les génettes et les civettes. Et son nom est vraiment stupide puisque contrairement aux chats et aux ours, il n'aime pas trop étrangler d'autres animaux, mais plutôt des fruits. C'est 80% de son alimentation. Et le reste des 20% c'est du balayage de rongeurs, d'oiseaux et de reptiles. En Asie, il est utilisé à toutes les sauces et je pèse mes mots. Capturé pour servir d'animaux de compagnie, capturé pour sa fourrure, capturé pour sa viande. Et depuis que le café Kopi Luwak le plus cher du monde existe, où des graines de café sont données à manger à des civettes qui chient ensuite un café renommé, le binturon est lui aussi capturé pour le même procédé. Sauf que son café n'est même pas bon. Bref, capturé, forcément, il est aujourd'hui en voie d'extinction. Les gens pensent que cet animal n'est pas réel, mais si, c'est l'élan AND, à ne pas confondre avec l'élan AN. Un bulldozer africain d'1,80 m aux épaules, 3 mètres de long et 1200 kg pour les mâles les plus énervés. Ajoutez à ça une vitesse de pointe de 70 km/h et vous obtenez un bloc 2 fois plus lourd qu'un ours Kodiak sous stéroïdes. Un mur le truc. Un mur qui peut sauter à 1,80 m de haut normal et que dire de ses cornes qui atteignent les 1,24 m de long bon sang. La plus grande des antilopes est tellement balèze et athlétique qu'elle est connue pour briser les côtes de lion qui salivent d'un peu trop près. Les commentaires de cette vidéo disent que le tigre a eu pitié et est parti. Mais au contraire, il a fui parce que sinon il allait se faire écraser si fort que son cerveau allait fusionner avec le sol. Voici le gore, le bulldozer indien qui pète les dents de tout ce qui bouge. Et accessoirement les plus gros individus de la famille des vaches. Ces démolisseurs c'est jusqu'à 1500 kg de pure haine du vivant et jusqu'à 2,3 mètres de hauteur aux épaules. Aux épaules, à 4 pattes. Aux épaules à 4 pattes, il est plus grand que Victor Wembanyama. Et ses tanks pleins de muscles sont ultra agressifs. Et regardez ces muscles. C'est la dernière chose qu'il faut avoir comme ennemi. Ils peuvent étaler à plus de 55 km/h. Donc même Usain Bolt se ferait écrabouiller et vous sur un scooter vous feriez pulvériser. Pas la peine de vous cacher non plus, ils peuvent sauter à plus de 1,80 m de haut. Et comment c'est possible que ce gros corps accepte la gravité comme ça? Le parasite rentre comme un ninja par les branchies du poisson qui ne se doute de rien. Et ce voyou arrive dans sa bouche, puis il s'accroche à la langue du poisson. Avec ses pinces tranchantes comme des rasoirs, il fait coupe-coupe et tranche les vaisseaux sanguins de la langue, ce qui l'a fait mourir et tomber. Maintenant que la langue a disparu, le parasite appelé Poumange-langue prend une partie de la nourriture pour lui et tout ce bordel continue jusqu'à ce que le poisson finisse par mourir. On sait que c'est dur de buter un cafard, mais est-ce qu'ils peuvent réellement résister aux bombes nucléaires? Cette petite connerie qui nous fait tout chier cassait aussi les pattes des dinosaures, puisqu'elle existe depuis plus de 200 millions d'années. Elle a donc déjà survécu normal à l'astéroïde qui a balayé les dinosaures il y a 66 millions d'années. Sur les 4500 espèces de cafards, 30 vivent près des humains. Peu importe qu'il fasse froid ou chaud, ils peuvent nager et retenir leur respiration pendant 40 minutes, et si vous guillotinez la tête d'un cafard, il pourra survivre pendant encore une semaine. Ils peuvent courir à près de 4,5 km/h et voler à 10 mètres de haut sur 100 à 200 mètres à la fois. En Amérique du Sud vit le plus grand de tous,
Megaloblata, 10 cm de long le bordel. On dit qu'ils peuvent danser la salsa même après une bombe nucléaire. Depuis qu'à Hiroshima et Nagasaki, après les 2 bombardements nucléaires, des témoignages parlent de cafards ayant infesté les 2 villes en sortant des fissures du sol et des bâtiments détruits. Pendant la guerre froide, des activistes et scientifiques ont propagé l'idée que les cafards allaient envahir les villes après bombardement pour empêcher les politiciens de détruire le monde. Mais la vérité est un peu différente. Les cafards peuvent bien résister aux radiations d'une petite tête nucléaire, mais s'ils sont présents là où la bombe explose, ils seront vaporisés par la simple chaleur atteignant des millions de degrés. Pour vivre, il faudrait qu'ils soient sous terre loin de l'impact et de la fournaise. Les chats sont des bombes nucléaires à moustache, qu'ils soient sauvages ou domestiqués. Leur instinct de criminel les pousse à tabasser les autres animaux comme s'ils n'étaient tous que des saucissons. Si dans les fermes les chats mettent des patates aux rongeurs pour protéger les récoltes, dans les villes l'utilité des chats contre les rongeurs n'a jamais été démontrée. Au contraire, ces escrocs préfèrent déboîter les oiseaux et laisser les rats tranquilles. C'est pour ça que les chats même domestiques sont considérés comme invasifs à la milliseconde où ils sont dehors. Regardez le chat à pied noir, plus petit chat sauvage africain. Il est mignon, non? Allez dire ça aux 14 animaux qu'il massacre toutes les nuits. 14 plus 14 plus 14 à l'infini égale les animaux sont balayés vers l'extinction. Une étude observant des espèces d'oiseaux et de rongeurs sur différentes sites a montré que 40% des espèces étudiées avaient toutes été massacrées à 100% par des chats introduits par les humains. D'après les biologistes, le chat est le pire animal invasif qui existe pour les espèces locales où il débat. À la limite, les rongeurs arrivent le mieux à s'en sortir parce qu'ils font des bébés ultra rapidement, mais les oiseaux et leurs œufs fragiles et délicieux se prennent des baffes galactiques et se font plumer adultes, jeunes ou encore dans l'œuf. Au Canada, rien que les chats domestiques atomisent 350 millions d'oiseaux par an. Aux États-Unis, 80 millions de chats transforment 2,4 milliards d'oiseaux par an en merguez. Et en Chine, ce sont 3 milliards d'invertébrés, 2 milliards d'oiseaux, 2,5 milliards d'amphibiens, 4 milliards de reptiles, 5 milliards d'oiseaux et 9 milliards de mammifères qui se font déguster chaque année. Oh wow. Les guépards n'ont jamais tué d'humains dans la nature et ce sont les plus gros félins qui peuvent ronronner. Un guépard n'ira jamais attaquer un éléphant, il sait qu'il va se faire casser la gueule par ce bulldozer, ce qui est probablement la raison pour laquelle il nous laisse tranquille. Un humain aussi c'est grand et ça fait peur, pas pour un lion ou un tigre qui nous giflerait vers la morgue, mais les guépards ne font pas partie du même groupe que ces gros chats, ils sont plus proches des lynx et des chats domestiques. Un lynx ça peut tabasser une biche, mais regardez ce fermier canadien qui a chopé le col d'un lynx sauvage qui venait de dévorer des poules dans son poulailler. Bref, dans les safaris les guépards se posent peinards sur les véhicules parce qu'ils sont trop nuls pour nous manger les tibias et qu'ils sont presque aussi dociles que des chats. Cette vidéo virale en ce moment montre des singes qui sautent dans une rivière de Floride. Abonne-toi si c'est incroyable. Mais il n'y a pas de singes en Floride, alors d'où est-ce qu'ils viennent? En 1936, macaques rhésus ont été ramenés et placés sur une île. Mais la dinguerie, c'est que les gens ne savaient pas que ces singes pouvaient nager. Les singes ont donc fui l'île à la nage jusqu'au bord de la rivière. Et après des nuits romantiques façon macaque, aujourd'hui il y a plus de 600 macaques en Floride. Problème, beaucoup d'entre eux ont de l'herpès, une maladie qui balaye les humains. 25% de ces macaques sont atteints et ils transmettent la maladie par la salive. Donc si l'un d'eux vous mord, vous êtes foutu. Même en vous griffant, ça peut vous balayer vers le royaume des morts. Et dans plusieurs cas où des gens ont chopé la maladie via les macaques, ils se sont retrouvés avec des lésions cérébrales permanentes. Il y a aussi le fait qu'ils déglinguent les populations d'oiseaux si vite que si personne ne les arrête, c'est l'extinction pure et simple des piafs. Mais virer tous ces singes de Floride serait difficile et cher, et puis qui aurait envie d'adopter des macaques avec de l'herpès? La solution de tous les exterminer énerverait les gens au point où les associations de protection deviendraient folles. Mais si personne ne fait rien, ça va être une apocalypse zombie, mais avec des singes qui transmettent des PLS cérébrales. Ce chien n'a pas fait de musculation. C'est Wendy, une chienne atteinte du syndrome Boulé-Whippet, la même mutation génétique que c'est ce chat massif. Et ça c'est un poussin né avec 4 pattes dont 2 remplacent ses ailes. Ça c'est un lapin atteint du papillomavirus de Chop. Ça c'est une vache née avec 2 pattes à l'arrière de la tête. Ça c'est un berger allemand adulte atteint de nanisme. Ça c'est une chèvre avec 4 cornes et maintenant c'est devenu une espèce à part entière. Ça c'est un coq mélanique. Ça c'est une tortue née avec 2 têtes. Et là un requin né avec 2 têtes. Il a une vache née avec 2 têtes. Ça c'est un cerf avec des bois qui ont muté. Là une grenouille avec ses yeux qui ont poussé dans sa bouche. Un homard né tout bleu. Une pieuvre avec 98 tentacules. Un chat avec 4 oreilles. Et un scorpion avec 2 dards. Les pélicans sont des envoyés du diable qui n'ont aucun respect, car ils voudront essayer de bouffer n'importe qui en face d'eux. Vous pensiez sûrement que ces oiseaux à grande gueule ne bouffaient que des filets aux fiches avant cuisson. Mais je répète, chez eux, le respect est tellement porté disparu qu'ils essayent de manger des capybaras, des chiens et même des humains. En temps normal, ils mangent des tortues, des crabes, des lézards, des poissons et même d'autres oiseaux. Parce que la camaraderie pour le pélican, c'est un pour tous et tous dans mon ventre. Si leur cerveau pas plus grand qu'un caillou pense qu'un animal a une gueule comestible, ils vont direct chercher à le bouffer. Même un ours, bordel. Et le pélican n'a pas de dents. Donc tout ce qui rentre dans sa gorge va arriver bien vivant dans son estomac et se faire transformer en soupe par l'acide gastrique de cet oiseau du diable. Mais il a même essayé avec des kangourous et des girafes. Le truc il fait 5 mètres de haut et des centaines de kilos. Et ta grand-mère l'autruche, tu as cru que tu pouvais le mettre dans ta bouche. Et tu as du pipi de sanglier dans le crâne, c'est pas possible. Si une pieuvre se fait découper par un chef cuisinier et perd quelques-unes de ses tentacules, si elle arrive par je ne sais quel miracle à repartir dans l'océan, on penserait qu'elle va crever dévorée par des prédateurs, n'est-ce pas? Mais les pieuvres ont une technique de ninja qui leur permet de vite refermer les plaies avant toute infection. Quand les blessures commencent à être soignées, de nouvelles cellules commencent leur taf et reconstruisent les membres disparus. Quelques semaines plus tard, tada! De nouvelles tentacules nickel. Certains diraient même que c'est un bug pour avoir de la nourriture à l'infini. Ça s'appelle chêne prairie.
gorille, mais c'est pas un chien. Ça c'est un panda roux, mais ce n'est pas un panda. Il est plus proche des ratons laveurs. Ça c'est un loup à crinière, mais ce n'est pas un loup ni un renard dopé. Ça c'est une anguille électrique, mais ce n'est pas une anguille. Ça c'est un poisson d'argent, mais ce n'est pas un poisson. Ça c'est un chat-ours, mais ce n'est ni un chat ni un ours. Ça c'est un chat-loutre, mais ce n'est ni un chat ni une loutre. Ça c'est une chèvre des montagnes, mais ce n'est pas une chèvre. Ça c'est une crevette menthe, mais ce n'est ni une crevette ni une menthe. Ça c'est un chien des buissons, mais ce n'est pas un chien. Ça c'est un renard à petites oreilles ou chien des buissons à oreilles courtes, mais ce n'est ni un chien ni un renard. Ça c'est un rat musqué, mais ce n'est pas un rat, bordel de spaghetti. Ce truc avec ses énormes pattes, c'est un bébé Tavel Austral ou Pukeko, qui vit en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est sa tronche adulte. C'est mignon, non? Et si ses pattes sont Jurassic Parkesques, c'est parce que ce pia vit dans les marécages et marais dégueulasses, surtout d'Australie. Le gros doigt pareil leur permet de ne pas couler dans ses eaux sales et accessoirement de nager et de courir très très vite. Mais des pattes what the fuck, y'en a d'autres. Regardez les pattes plumées, palmées, colorées de cette foulque d'Europe. Vous en avez peut-être déjà eu près de chez vous. Croyez-le ou non, ça sert tant à nager qu'à gifler ses ennemis à coups de pattes dans la tronche. Vous vous êtes déjà demandé ce qu'était le blanc d'œuf? Certaines personnes pensent que c'est le poussin pas encore développé, mais ce n'est pas vrai. En fait, quand un œuf est fertilisé, l'embryon qui devient grand est connecté au blanc d'œuf. Elle contient tous les bons nutriments que l'embryon a besoin pour grandir, bourré de protéines, de vitamines et de minéraux essentiels. Certains sont déjà en train de saliver et pour cause. C'est probablement pour ça que ça a si bon goût dans votre assiette. 1,7 billion d'œufs ou 1700 milliards sont dévorés chaque année dans le monde. Dans la nature, il faut en avoir un gros. Jean-Christophe au gros nez, c'est un nazi. Un singe stylé d'Asie qui se sert de son gros nez qui pendouille pour séduire les plus belles femmes du coin, qui évidemment ne s'intéressent qu'aux mâles qui ont les plus gros. C'est honteux. Il faut former un syndicat des mâles au petit nez. Ils ont le droit à l'amour eux aussi. Mais bordel, c'est quoi ce cauchemar? Cette migale est l'Inotel Sericata. Elle produit une quantité terrifiante de toile collante, mais elle-même n'est pas collée à la toile, grâce à des petits trucs au bout de ses pattes. Vous imaginez si ce truc faisait 1 mètre de long? Sa vitesse et son envie de tuer, mais maman, sauve-moi! Il est beau ce puma, hein? Ouais, elle vous arrache la tête aussi. C'est une machine de plus de 2 mètres de long qui cavale à 80 km/h. Et regardez cette musculature parfaite pour plier un humain en deux. Tout l'inverse de ce lézard à collerette qui veut nous faire croire qu'il est aussi terrifiant que dans Jurassic Park. Mais en vrai, à part son look gothique, il n'est pas plus dangereux qu'une brindille. Au fait, on me demande souvent pourquoi il n'y a pas plus de renards de compagnie. Parce qu'il pue la mort, voilà pourquoi. L'urine est tellement infecte que ce chien dans un corps de chat est tout sauf apprécié du grand public. Certaines personnes pensent que les tortues peuvent sortir de leur carapace si elles le souhaitent. Vous pensez que les tortues sont des Power Rangers ou quoi, insolent? La carapace n'est pas juste une armure solide, c'est une partie de leur corps. La carapace est connectée à la colonne vertébrale de la tortue, c'est donc impossible pour elle de l'enlever. C'est composé de plus de 50 os et elle est nécessaire pour le fonctionnement même de son corps, car elles utilisent des muscles attachés à leur carapace pour pomper de l'air, c'est-à-dire pour respirer. Ce danger public viral est un caracal, un tueur à gages d'Afrique et d'Asie qui peut atteindre 1 mètre de long et 20 kg et qui passe ses journées dans la jungle à dégommer rongeurs, lièvres, oiseaux et même des antilopes et des singes. Mais pas des tatous, ils font ce cri. Au cas où votre insolence voudrait en avoir un de compagnie. Et puis ils sont en danger d'extinction car très braconnés. Donc admirez-les à travers des écrans insolents, tout comme ce démon, le dragon de Komodo. Surtout ne vous approchez pas, car il dévore des animaux bien plus lourds, grands et costauds que vous. Ce poisson est un danger public. Le chana est un poisson appelé tête de serpent en anglais, car c'est un prédateur qui bouffe des grenouilles, des serpents, des rongeurs, des oiseaux, bref, tout ce qui s'approche trop près de l'eau. Ils peuvent même respirer hors de l'eau, ces insolents. Un autre malfaiteur, c'est ce héron, qui se sert d'un appât pour choper du poisson. Il le récupère quand ce n'est pas la bonne proie et pas à poisson au déjeuner. Et regardez cette grenouille qui s'appelle Viens là que je t'attrape petite saucisse. Quel cauchemar la vie des insectes, jamais en paix. Cet aspirateur des mers, c'est le dugong, un mammifère asiatique aussi appelé vache des mers. 4 mètres de long et 900 kg pour un brouteur d'eau peu profonde qui aspire tous les végétaux qu'il trouve. Et ils ont besoin de 40 kg de verdure aquatique par jour, ces gros machins cousins des lamantins. Et lui aussi c'est un estomac sur pattes, c'est une marmotte. Visiblement elle adore faire la maline à bouffer devant la caméra. On ne mange pas la bouche pleine insolente. Et là je sais que vous êtes en PLS devant ce cerval, un félin de plus en plus domestique, tellement les gens adorent avoir des machines à tuer dans leur salon. Ce gros chat qui veut cette saucisse sur pattes, c'est le léopard des neiges, le cauchemar absolu des montagnes, car il n'y a aucun moyen d'esquiver la balayette mortelle qui arrive. Par contre, lui se doute fort qu'il va mettre des balayettes à qui que ce soit, tellement ce jaguar a trop mangé de merguez. Et lui, il ne faut pas le libérer dans la nature, il va se faire gifler même par des souris, même son de cloche pour ce raton laveur, qui devrait clairement se calmer sur les croquettes, parce qu'un peu plus, et il risque de se transformer en boule de bowling, c'est insolent. Il y a plus de tigres en captivité au Texas qu'il y en a dans la nature à l'état sauvage. Je répète, il y a plus de tigres domestiques dans l'état du Texas aux États-Unis que de tigres sauvages dans les jungles d'Asie. Tellement c'est la misère dans leur milieu naturel, et tellement les gens pensent que c'est normal et légal d'avoir le plus gros des félins en cage derrière leur baraque. Lui n'est pas en cage heureusement, mais regardez comme c'est balèze. Vous saviez que c'était si gros un wombat? Ce n'est pas un gros bébé, c'est un Michel bien dodu. Ses yeux globuleux sont pas appartiennent aux phalangers volants, un petit marsupial d'Australie devenu animal domestique même en France. Mais gaffe à vos doigts car même s'il peut s'attacher à vous, il ne sera jamais domestiqué. Il peut même attaquer son humain. Il vient d'Australie après tout. Un autre animal domestique populaire sur les réseaux, c'est ce varan tout noir Mélanie. Imaginez vous allez chez quelqu'un et ce machin se met sur vos genoux et réclame à manger. Moi perso je me lève et je rentre chez moi. Où je vais voir cet aspirateur à 4 pattes, le fourmilier, qui aspire jusqu'à 30 000 fourmis par déjeuner. Le Godzilla ultime qui fait chialer les fourmis. Ce truc qui pourrait mettre des balayettes à toute l'humanité, c'est le ligre, le plus gros félin du monde. C'est le croisement diabolique entre un lion et une tigresse. Ça donne un mioche plus
grand, plus lourd, plus terrifiant que ses deux parents. Mais il est incapable de faire d'autres gosses comme lui, car la nature savait que ce fou pourrait cogner le monde, donc il est stérile. Si vous prenez plutôt un tigre et une lionne, vous obtenez un tigron. Balèze, mais pas autant que le ligre. D'ailleurs, le tigron femelle peut se reproduire, mais uniquement avec un tigre. Le ver de Guinée est une saloperie qui infecte les humains via de l'eau contaminée. Après l'avoir avalé, il grandit dans votre corps pendant une année, jusqu'à atteindre 90 cm de long. Puis il se déplace dans votre corps vers le bas en se rapprochant de votre peau, ce qui vous met en PLS ultra douloureuse, jusqu'à ce que le ver sorte sa tête de votre corps au niveau de votre pied. Pour vous sauver de cette horreur, les médecins doivent tirer le ver par la tête centimètre par centimètre en utilisant un bâton pour l'enrouler, mais très lentement pendant 2 longues semaines. Parce que si on tire trop vite dessus, le ver va re-rentrer dans votre corps et il faudra tout recommencer de nouveau. Mais ce capybara connaît les secrets de tous ces caïmans pour qu'il le laisse tranquille ou quoi? Comment ça se fait qu'il ne lui mâchouille pas les tibias? On dit souvent que les capybaras rayonnent la paix, mais dans la vraie vie, les capybaras se font croquer les tibias par les anacondas, les jaguars, les alligators, bref, ils servent de saucisses comme n'importe quelle proie. Donc oubliez ces mythos d'animal pacifique. Dans la nature, la paix c'est pour les faibles, mais ces caïmans n'aiment pas ces grosses fesses, ils préfèrent à bouffer du poisson. Ces Michel qui ont l'air de bien se marrer sont des animaux qui ont gagné des concours de beauté. Ce n'est pas une blague. Les chèvres de Damas ont gagné le prix de la plus belle chèvre en 2008. Pas celle-là, ni celle-là, mais bien celle-là. Je vous vois juger. Arrêtez, vous avez la même tête. Le pire c'est que ça c'est une chèvre de Damas bébé. Elle est mignonne de ouf. Mais après la nature devient bourrée et produit ces trucs à l'âge adulte. Toute cette mauvaise blague. Vous pouvez croiser un caracal avec un chat. Ça donne un caracat. Vous pouvez aussi croiser un chat avec d'autres espèces. Chat et chat léopard du Bengale, ça donne un chat bengale. Chat et chausse, ça donne un chausie. Chat et serval, ça donne un savana. Chat et chat de Geoffroy, ça donne un safari. Chat et chat léopard de Sibérie, ça donne un oussouri. Chat et marguet, ça donne un bristol. Chat et chat vivrin, ça donne un vivral. Chat et serval et chat léopard du Bengale, ça donne un ashera. Vous êtes en plein safari photo et vous voyez des guépards très peut-être trop amicaux débarquer et venir vous montrer que ce ne sont que des gros chats, pas des menaces comme lion et léopard. Et loin de là, vous croyez faire un golf et en fait c'est la maison de ces serpents très en colère, l'équivalent à écailles de vieux grincheux qui souhaitent que vous baissiez le bruit en soirée. Et ici cette pieuvre se déguise en poisson lion venimeux, que vous vous pissiez dessus et que vous dégarpissiez. C'est une pro, comme ici où elle se change en serpent venimeux. Bordel, vous saviez qu'il y avait des loups de mer? Voici le loup des côtes ou loup de mer, une sous-espèce du loup gris qui ne vit que le long de la côte ouest du Canada. Et comme avec le temps la bouffe s'est fait rare le long des côtes, les loups se sont dit hey merde alors, dans la mer il y a de quoi casser la croûte aussi. Ils forment des gangs meutes de jusqu'à 20 membres et nagent d'île en île à la recherche de quoi manger. Mais ils ne cherchent plus à manger que sur la terre ferme, ils chassent aussi sous l'eau. 85% de leur sandwich c'est de la victime marine, du saumon en majorité mais aussi des phoques, des loutres de mer et même des dauphins. Ils évoluent même pour ça car leur crâne devient de plus en plus petit et leurs dents évoluent pour mieux agripper les poissons dans leur bouche. Partage à tous ceux qui aiment les loups. Et voilà pourquoi il faut laver les fruits avant de les manger, sur une échelle de 1 à 10. À quel point vous êtes dégoûté? Les horreurs sur cette pomme sont des mythes de fruits. Ils seront ravis d'aller fouiller votre estomac si vous ne passez pas vos fruits sous l'eau avant de les consommer. Et vous pouvez arrêter de vous pisser dessus. Ces petites bestioles ne peuvent vivre qu'à la surface du fruit. Ils ne peuvent pas mordre dedans et l'infecter. Et même si vous refusez de laver vos fruits et que vous les avalez, ils sont complètement inoffensifs. Si vous avez des poux qui vous pourrissent l'existence, la plupart d'entre vous pensent que ça gratte parce que ces saloperies se déplacent partout comme si elles payaient le loyer. Mais en réalité, ils utilisent leur bouche pointue pour percer votre cuir chevelu. Et une fois qu'ils l'ont perforé, ils crachent en vous une salive spéciale remplie de composés chimiques qui rendent votre sang plus liquide pour que les poux puissent facilement le boire, ce qui met en PLS la zone infectée et vous donne en plus cette réaction allergique qui donne la terrible envie de se gratter comme un babouin. Si vous avez peur des scutitières véloces chez vous à la campagne, voilà un exemple de la taille monstrueuse qu'ils peuvent atteindre. Rappel, ils sont inoffensifs et mangent des cafards et autres saloperies qu'on déteste vraiment. Et voilà une autre pour vous. Cette créature des enfers, c'est Eulagisca gigantea, un ver qui vit dans les eaux profondes de l'Antarctique. Il ne fait qu'une vingtaine de centimètres, mais parfois assez trop pour notre santé mentale. Comme celle de cet homme qui entendait du bruit dans son interphone et ce qu'il a découvert, c'est toute une colonie de cafards qui se croient chez eux sans payer le moindre centime de loyer. Non mais quelle horreur! Cette maman sentait qu'un petit con d'ours la suivait elle et ses petits pour en croquer un. Donc elle a amené ses 600 kilos droit vers lui pour lui péter le visage et c'est insolent. Non mais oh, dégage d'ici! Et c'est ce que pensait Yen de cette lionne qui vient de se faire attraper par elle et ça semblait être un aller simple vers la mort tellement elle était sans solution. Mais sa famille débarque comme dans les films et démolissent toutes ces hyènes comme pas permis. Une autre démolition c'est pour ce serpent qui est le pire poissard qui existe. Car il se fait karaté, judo, taekwondo, boxe, lutte, kung fu. Bref, il se fait éclater sa maman à écailles. Si vous avez la poisse et que vous marchez sur un oursin, leurs épines vont vous violenter de manière illégale profondément dans votre peau. Et si vous essayez de dégager l'oursin d'un seul coup, ils vont se casser et vous aurez en cadeau des fragments d'épines qui continueront à vous chatouiller le système nerveux. C'est plutôt le moment de sortir votre pince à épiler pour sortir les plus larges épines. Pour le reste, mettez votre pied dans de l'eau chaude et du vinaigre, car le vinaigre va petit à petit les dissoudre. Vous pourrez plus facilement les retirer ensuite. Il ne faut jamais insulter un corbeau parce qu'il va se souvenir de votre visage et punir votre insolence à chaque fois qu'il vous croisera. En tant qu'animaux très sociaux, ils vont
communiquer aux autres corbeaux du coin que vous êtes un ennemi juré de la nation des piafs noirs. Même les futurs bébés corbeaux sauront qu'il faut vous détester. Ils vous gauleront dessus en battant fortement des ailes, et quand il y en a qu'un, vous ferez les gros durs, et quand il y aura 30 corbeaux qui le feront en même temps, là vous allez vous faire pipi dessus. Si on n'est pas eux qui vous pissent dessus avant. Et ça peut continuer jour après jour pendant des années. Donc mieux vaut ne pas leur manquer de respect. Vous avez toujours voulu nourrir des démons amphibies? Je veux exaucer. Vous voilà en train de nourrir des hippopotames. Faites gaffe non pas à vos doigts, ni à vos mains, mais à vos bras entiers, parce qu'ils peuvent facilement les faire divorcer du reste de votre corps. En parlant de corps, regardez ces deux-là comme elles se chamaillent. Le tout à l'envers. Ça offre une autre perspective de ces insolents et les noms. Regardez cette petite tête, enfin grosse tête, qui vous renifle. Ce gros matou c'est un lynx, un criminel capable de dégommer des biches le midi, comme si ce n'était que des entrecôtes. Cet oiseau est la pire tête à claque d'Afrique. C'est le pig buff à bec rouge, un insolent de piaf qui se nourrit sur le corps d'animaux balèzes, genre impala, buffle et hippopotame. Il mange tiques et insectes qui infectent les plaies, mais aussi de la chair et du sang des plaies. Ils peuvent causer eux-mêmes s'ils ont faim, parce que la nature n'est pas un conte de fées, c'est la violence 24 heures sur 24. Ces oiseaux sont en fait des parasites camouflés, l'équivalent d'aller dans un lave-auto pour laver sa voiture, mais que l'employé qui y travaille pète ta vitre et te vole ton portefeuille. Et cet escroc te boit ton sang en disant oups, j'ai cru voir une tique. D'ailleurs, les éléphants et certaines antilopes les dégagent direct parce que eux ont compris la supercherie. Une baleine a failli avaler un homme par accident. Il pensait au début qu'il s'était fait bouffer par un grand requin blanc avant de se rendre compte qu'il ne sentait aucune dent le tailler en pièces. Puis il a vite compris qu'il était à l'intérieur de la bouche d'une baleine. Il raconte qu'il était en PLS pendant près de 30 secondes à donner des coups à la baleine non-stop, ce qui a apparemment poussé la baleine à remonter à la surface avant de le recracher. Il a ensuite été secouru avec des bleus de partout et une luxation de la rotule d'un genou. Les experts ne croyaient pas à son histoire, mais ici quelqu'un se fait attraper avec son kayak. C'est rare, mais ça arrive. Ça c'est la gale, une maladie causée par des acariens appelés sarcoptes. Ces cauchemars creusent des tunnels dans votre peau grâce à des enzymes qui font fondre les cellules de votre peau. Une fois qu'ils sont bien profonds en vous, les femelles sarcoptes posent leurs œufs normales comme si c'était chez elles. C'est la combinaison de ces œufs et des adultes qui dansent la salsa sous votre peau qui cause la réaction allergique qu'on observe en surface et qui entraîne une terrible envie de se gratter. Et quand les œufs finissent par éclore, les bébés sortent à la surface de votre peau, se reproduisent et rebelottent. Tout le cauchemar recommence. Si vous essayez de pousser un requin pour qu'il regagne la mer après qu'il s'est échoué, vous êtes fou de chez fou, car il peut facilement se tourner et vous faire coupe adieu votre bras. Surtout que sa mâchoire a évolué pour mordre de côté, ce qui rend facile le fait de tronçonner votre insolence. Soyez plus intelligent et aidez-le à respirer en lui mettant de l'eau par-dessus ses branchies. Puis restez bien derrière ses nageoires, là où il ne peut pas vous mordre. Et si vous êtes toujours motivé, tirez-le doucement vers l'eau et dès qu'il a l'air de pouvoir nager, tirez-vous vite avant qu'il ne revienne vous déboîter. Si vous enfoncez un bâton dans la terre et que vous le frottez avec un autre bâton, vous allez faire une sorcellerie et attirer des vers de terre qui vont venir vous faire coucou à la surface. C'est parce que les vibrations dans le sol que vous êtes en train de créer ressemblent fortement aux vibrations causées par la pluie qui tombe. Et vous le savez, les vers de terre sortent quand il pleut, car ils peuvent se déplacer dans la boue plus facilement que sur la terre sèche. Cette manipulation permet à des pêcheurs de choper des appâts gratuitement. Quand un ours appuie sur le déclencheur du piège, le piège se referme d'un coup. Au lieu de pointes tranchantes, là ce sont des pointes arrondies. Elles se referment autour des pattes de l'ours avec suffisamment de force pour le maintenir en place, mais pas assez pour lui briser les os ou même lui transpercer la peau. Et le piège a des ressorts pour absorber l'immense force de l'animal, ce qui permet de réduire les risques de blessures. Une fois capturé, l'ours reçoit une fléchette de tranquillisant pour qu'il fasse dodo, ce qui permet aux autorités de taguer l'animal au GPS, voire de le déplacer ailleurs si nécessaire. En faisant un trou dans le côté d'une vache, les fermiers peuvent insérer un tube à l'intérieur, et ça c'est fait dans les vaches qui sont très ballonnées en souffrant de météorisation, qui est l'accumulation de gaz dans leur système digestif. Cette accumulation crée de la pression à l'intérieur qui empêche la belle vache de bien respirer et son sang de bien circuler. Dans les cas extrêmes, le trocardage est nécessaire qui permet au gaz de sortir de la vache, et certains fermiers allument même un feu pour brûler le méthane à sa sortie. Si vous tombez nez à museau avec un grizzly et que vous essayez de courir, il va rapidement vous rattraper et vous démolir sur place. Restez plutôt calme tant que possible et évitez de le regarder dans les yeux tout en reculant sans tomber comme dans les films. Si l'ours se décide de charger, ne fuyez pas et arrêtez de reculer, car la plupart des charges sont du bluff. Et si jamais il attaque vraiment, protégez votre nuque face contre terre et priez tous les dieux et esprits de la forêt. Faites-le mort quoi, car les grizzlies s'ennuient vite et il partira peut-être faire autre chose si vous êtes plus menaçant. Quand une méduse a décidé de ruiner votre journée, elle vous bombarde de harpons microscopiques qui percent votre peau. Ces tentacules en ont des milliers de ces armes insolentes et chacun est rempli de venin. Même si vous frôlez à peine un tentacule, à la milliseconde de l'impact, votre peau est transpercée et le venin distribué, comme de la purée à la cantine. Et vous êtes parti pour une PLS galactique. Certaines vous feront chialer pendant des heures, d'autres vous donneront envie de mourir, et d'autres encore vont directement vous balayer vers le cimetière. Un docteur peut mettre des asticots stériles sur une plaie infectée qui n'arrive pas à guérir. Les asticots affamés vont retirer les tissus morts et infectés en dévorant tout sur leur passage. Si ça vous répugne, c'est normal, puisque dans la nature, ces asticots dévorent des animaux morts et en état de décomposition. Et quand ils sont utilisés sur certaines plaies, croyez-le ou non, mais ces asticots peuvent largement aider à accélérer le processus de guérison. Et une fois leur travail terminé, ils sont tous retirés. Si c'est ça ou mourir, vous préférez quoi? Un moustique a piqué un pauvre enfant avec son nez aiguille, puis un docteur a piégé le moustique avant de faire une dinguerie absolue. Il a laissé ce moustique piquer sa propre main. En fait, le garçon avait une maladie mortelle et ce docteur avait entendu une hypothèse, celle que c'est le moustique qui transmettait les maladies. Pour la prouver, il s'est transformé en cobaye. En moins d'une semaine, ses yeux sont devenus tout jaunes et il s'est mis à vomir un liquide noir horrible. Puis ce sont ses organes qui ont lâché et quelques semaines plus tard, il a rejoint ses ancêtres au cimetière. Mais la mort du docteur Jesse William Lazare a prouvé vrai la théorie du docteur cubain Carlos Finlay. Le moustique était bien les responsables, ce qui a ensuite sauvé la vie de millions de personnes. Une petite fille a été élevée par des chiens. Elle a été abandonnée par ses parents en plein hiver glacial et s'est réfugiée dans un chenil pour chiens
chiens pour se réchauffer. Et elle est restée avec ses chiens pendant 5 ans. Pendant ce temps, elle a appris à aboyer, grogner et marcher à 4 pattes, comme ses amis chiens. Quand des années après elle a été secourue, elle avait perdu la capacité de parler. Elle mangeait comme un chien et se léchait pour se nettoyer. Les autorités ont eu du mal à l'extraire de là, car les chiens étaient très protecteurs de leurs camarades. Mais à force, ils ont réussi. Oksana Alexandrivna Malaya, née en 1983, a été réintroduite dans la société, mais elle avait gardé son comportement animal. Des années plus tard, sa mère a refusé tout contact, mais son père a accepté les retrouvailles. Elle lui a pardonné et a rencontré sa demi-sœur. Ils ont enterré un chien vivant sans se rendre compte qu'il venait de bouger. Le chien de cette famille venait de se faire taper par une voiture lors d'un accident de la route, et sans aucun signe de vie, ils pensaient qu'ils venaient de perdre leur toutou. Ils l'ont enterré avant de partir pour le week-end. Mais en fait, il était juste inconscient. Quand il s'est réveillé sous terre, il a creusé et est sorti de son trou. Et quand la famille est revenue de son week-end, ils l'ont trouvé en train d'attendre devant leur maison tout en remuant la queue. Il était content, mais eux étaient terrifiés. Quand une souris mange de la nourriture contaminée avec la toxoplasmose, elle perd son instinct de survie, spécifiquement sa peur des chats. Et ce changement de comportement insouciant n'est pas un accident, c'est un réel lavage de son cerveau par le parasite Toxoplasma gondii. Il a besoin d'entrer dans un chat pour se reproduire, donc il manipule la souris pour qu'elle soit attirée par l'urine des chats, ce qui l'approche de minous sauvages. En gros, elle se fait manipuler pour se sacrifier. Ça permet au parasite de conclure son cycle de vie à l'intérieur du chat, puis le chat s'en débarrasse dans ses crottes, et ensuite les parasites dedans attendront d'être récupérés par d'autres hôtes, et ainsi de suite. Les carlins avaient autrefois un museau plus long, une colonne vertébrale droite et non repliée, sans aucun problème de respiration. Ça, c'était il y a 200 ans. Les éleveurs ont voulu des chiens au museau de plus en plus petit et une queue de plus en plus courbée sur elle-même. Des frères et sœurs carlins étaient même forcés à se reproduire ensemble pour obtenir le look désiré. Résultat, leur museau écrasé les empêche de bien respirer et leur crâne plat écrase leur cerveau, ce qui fait parfois sortir les yeux de leur orbite, tandis que la queue repliée force leur colonne vertébrale à se cambrer, et c'est de plus en plus aggravé aujourd'hui, ce qui finira par tuer cette espèce. Vous avez déjà remarqué que les oiseaux qui sont posés sur des lignes à haute tension sont presque toujours orientés vers la même direction? Ce n'est pas par esprit de camaraderie ou parce qu'ils regardent tous quelque chose en particulier, c'est parce que le corps et les plumes des oiseaux sont faits pour voler face au vent. Si vous voyez des oiseaux qui sont orientés dans des directions différentes, ça veut dire qu'il y a peu ou pas de vent du tout. Quand un bon gros rat marche sur une mine antipersonnelle, vous pensez sûrement qu'il va faire kaboom comme la Team Rocket. Et ce n'est pas le cas car il est trop léger pour enclencher la détonation de la mine. C'est pour ça que des centaines de rats entraînés sont utilisés pour parcourir des zones à forte présence de mines, vu que les rats ont un sens de l'odorat ultra développé. Ils peuvent détecter l'odeur des explosifs enterrés sous terre. Quand ils en ont trouvé une, ils marquent le sol en creusant au-dessus et les militaires débarquent pour faire sauter les mines. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les avions n'avaient pas de protection anti-oiseaux avec tous ces piafs qui se font aspirer? Alors pourquoi pas une barrière? Les moteurs d'avion ont besoin d'un énorme flux d'air entrant pour permettre à l'avion de voler et non pas de tomber. Une barrière aussi fine soit-elle, a surtout bloqué de l'air entrant, suffisamment pour grandement diminuer l'efficacité de l'engin. Donc à la place d'une protection, ce sont des lames ultra tranchantes qu'il y a à l'intérieur qui peuvent s'occuper des oiseaux de manière efficace. Les oiseaux mangent des cailloux après avoir mangé leur repas et tout finit par arriver dans leur estomac. Et ça c'est parce que les oiseaux n'ont pas de dents pour mâcher, donc ils ne peuvent pas découper ou broyer les os de leur proie. Les os pourraient trancher les intestins du piaf et l'envoyer au cimetière des insolents à plumes. Mais en mangeant des cailloux, ceux-ci vont faire du bordel dans son estomac et broyer les os à force d'être secoués contre eux, ce qui permet de tout pouvoir digérer. Et quand les cailloux sont trop lisses à force des frottements, les oiseaux les vomissent et en avalent de nouveau. Un tatou peut faire un saut de 1,20 m dans les airs s'il sent un danger imminent lui tomber dessus, comme une voiture qui arrive vite sur lui. Ça c'est parce que ce petit être fragile se fait pourchasser non-stop par des gros prédateurs qui le voient comme une friandise. En sautant 1,20 m d'un coup, il fait peur, ce qui fait fuir ses poursuivants. Et quand il le fait sur la route, ça crée un accident bordélique car il saute souvent trop tard et se met à bugger sous la voiture, ce qui l'envoie au cimetière et envoie votre voiture au garage. Si vous êtes stupide et que vous vous faites courser par un taureau, la plupart des gens se mettent à courir tout droit et deviennent des cibles faciles, puisque le taureau court plus vite que vous en ligne droite. À la place, il faut sortir vos meilleurs olé en vous déplaçant rapidement sur les côtés. Mais s'il a vraiment envie de vous démolir et qu'il vous poursuit toujours, courez en zigzagant jusqu'à trouver un refuge, comme un arbre, une voiture ou derrière un de vos amis. Mais s'il vous a balancé dans les airs, oubliez la douleur et restez au sol sans bouger. Les taureaux sont attirés par le mouvement, donc faire le mort peut vous éviter de mourir bêtement. Si vous vous faites pourchasser par un essaim d'abeilles, la plupart des gens pensent qu'il faut se jeter dans un point d'eau. Mais les abeilles ne sont pas stupides comme vous. Elles vont attendre que vous remontiez pour respirer et elles vont vous déboîter à nouveau. À la place, il faut serrer les dents et accepter la douleur en remontant votre haut pour protéger vos yeux et votre bouche et courir le plus vite possible vers un abri, chez vous, une voiture ou derrière un de vos amis à sacrifier. Il faut protéger et retirer tous les dards de votre peau car elle continue à pomper du venin dans votre corps. Si un alligator vous chope le tibia et commence à faire son roulement de la mort, vous êtes quasiment fichu vu que ça sert à démembrer ses proies. Pour survivre, il faut rouler dans la même direction que l'alligator et avoir la lucidité surhumaine de planter vos doigts dans ses yeux pour l'aveugler, voire de boxer son museau, ce qu'il déteste absolument. S'il n'y a rien à faire et qu'il est plus hargneux qu'un papy grincheux nostalgique des années 60, alors arrêtez-vous et faites-le mort. S'il n'a pas trop faim, il vous relâchera peut-être. Tout dépend de votre karma pendant insolent. Si vous jetez une fourmi du haut d'une tour, vous penserez logiquement qu'elle finira explosée au sol. Mais ce n'est pas du tout le cas. En tombant, son petit corps va sentir la résistance de l'air en dessous de lui, ce qui va former un airbag naturel ralentissant sa chute libre. Et comme elle ne pèse que quelques milligrammes à peine, la force de gravité qui l'attire est très faible. Même à sa vitesse max de chute, ce ne serait qu'une poignée de kilomètres/heure. Ajoutez à ça son exosquelette de zinzin et la fourmi va frapper le sol, puis tranquillement repartir comme si de rien n'était. Si votre chaton grandit jusqu'à avoir la taille d'un tigre, est-ce qu'il serait un gros minou mignon ou votre pire cauchemar? Déjà, il va peser facile 300 kg. Et vu qu'il n'a pas peur de vous, il vous sautera dessus pour jouer. Sauf que ce serait l'équivalent d'un rocher de 300 kg
l'eau qui vous écrase la cage thoracique. Même une petite morsure toute mimi serait suffisante pour vous broyer les os. Une petite tape un peu forte, votre colonne vertébrale prendra sa retraite. Et au bout de 5 minutes de jeu cauchemardesque, il sera fatigué et s'endormira sur vous en vous étouffant tellement il est lourd. Si vous êtes assez fou pour avaler un poisson encore en vie, il va gesticuler comme pas possible à l'intérieur de votre gorge. Ce qui, vous le comprenez, va fortement ralentir sa descente. Et si ses épines dorsales sont assez grandes, il va vous lacérer de l'intérieur. Mais à la fin, il va quand même tomber dans votre estomac. Et là, votre acide gastrique va le déboîter de toutes parts et le décomposer en bons nutriments. Ce qui n'est pas bon cependant, c'est que les poissons vivants ont souvent des parasites, des vers horribles qui eux vont survivre et infecter vos intestins. Et ça, je ne le souhaite même pas à mes ennemis. Enfin, peut-être que si, je ne sais pas. Quand un cafard perd sa petite tête, on va tous supposer que ça y est, on est débarrassé de ce cauchemar sur pattes. Mais bien évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La plaie va vite se refermer et le cafard reste en vie sans tête ni cerveau. Et cette technique illégale est possible parce qu'ils ont des concentrés de terminaisons nerveuses partout dans le corps. Ils peuvent s'occuper de gérer tout ce qui concerne leur survie. Surtout qu'ils n'ont pas besoin de nez pour respirer car les insectes respirent à travers des petits trous le long de leur corps. Puis au bout d'un moment, le cafard va rendre l'âme car il ne peut pas boire sans bouche et va donc se déshydrater. Si vous avez des pellicules qui tombent comme de la pluie, vous avez probablement une surcroissance de champignons sur votre cuir chevelu. Le champignon se nourrit de l'huile de votre crâne et plus le champignon grandit et se multiplie, plus il dévore votre huile. Résultat, votre cuir chevelu commence à être irrité et qui produit plus de cellules mortes que d'habitude. Les cellules se mélangent à l'huile et forment des morceaux mélangés assez gros. C'est ça qu'on appelle les pellicules, le sable blanc qui vole quand vous vous grattez. Placez un truc transparent au-dessus et autour de l'araignée pour pouvoir la surveiller en permanence. Glissez un bout de papier en dessous pour la piéger à l'intérieur. Si vous avez peur que l'araignée grimpe vers le haut et s'échappe, tapotez le contenant pour qu'elle soit en PLS et ne comprenne rien à ce qu'il se passe. Puis allez dehors et relâchez-la. Mais faites gaffe à ne pas laisser le moindre espace, sinon bonjour la crise de panique. Si un thon s'arrête de nager, il meurt presque immédiatement. Mais s'il entre en PLS mortel à la seconde où il s'arrête, vous vous demandez peut-être comment il dort alors. Les thons sont les animaux les plus rapides de l'océan et ils passent leur temps à bouger. Difficile d'étudier un animal qui a la bougeotte, mais les biologistes marins savent que pour respirer, il doit avoir un influx d'eau continu qui passe dans ses branchies. Et c'est pour ça qu'il doit continuer à nager de sorte que l'eau rentre. Donc lorsque les thons dorment, ils entrent dans un état de faible énergie pour se reposer, mais ils ne s'arrêtent jamais complètement. Les moutons sont amenés dans une cage et la porte est fermée derrière eux, ce qui les piège et les empêche de bouger. La cage descend dans un bassin rempli d'un traitement antiparasite. Les moutons sont complètement submergés dans le liquide pendant quelques secondes et la cage remonte et les moutons en sortent. Mais le processus recommence 2 à 3 fois pour être sûr que les moutons soient bien imbibés du traitement. Cette méthode qui impressionne protège les moutons de puces, mouches et autres parasites qui leur ruinent l'existence. Un serpent va faire frotti-frotta en frottant sa tête contre des rochers pour commencer à enlever sa peau, ce qui va complètement retourner son ancienne peau pour que le serpent soit libéré. En dessous, sa nouvelle peau est déjà prête à l'emploi. Même la peau de ses yeux a déjà été remplacée. Un genre de liquide huileux se place entre son ancienne peau d'œil et la nouvelle, qui rend le serpent presque aveugle. Et quand le serpent a fini de muer, sa vision revient et c'est parti pour le festin. Le vautour lâche des os depuis le ciel pour qu'il se brise en 1000 morceaux contre des rochers, qu'il va ensuite manger comme des chips. L'acide gastrique de ce vautour est tellement puissant qu'il peut dissoudre ses os en même pas 24 heures. Et quand il se sent menacé, il pompe du sang autour de ses yeux, ce qui les rend plus gros et brillants. Puis ce JPS barbu trouve de l'eau couleur rouge à côté de terre rouge et trempe ses plumes dedans. Et quand il se bagarre pour de la nourriture, plus il est rouge et plus il paraît menaçant, car il paraît capable de gifler n'importe quel insolent. Les œufs commencent dans les ovaires de la poule, là où le jaune d'œuf commence à grandir. Les jours passent et ce jaune se développe en passant dans un long tube en forme de tourbillon. C'est dedans que ce jaune d'œuf rencontre le blanc d'œuf, qui commence à se former autour du jaune. Puis l'œuf descend par le tube. Puis la surface extérieure devient solide et se transforme en coquille. Et à peu près un jour plus tard, l'œuf sort de maman poule. Quand une sangsue s'accroche à votre peau, elle paralyse la zone avec un anesthésiant pour que vous ne ressentiez même pas la morsure horrible. De quoi bien vous sucer le sang sans que vous ne vous en rendiez compte. Puis le rat va sortir ses dents et faire un trou pour boire votre hémoglobine. Mais pas sans vous injecter un produit anticoagulant pour que votre sang reste bien liquide et bien juteux sans sécher. Ils ont mis des hamsters congelés dans des micro-ondes et l'ont allumé comme si c'était normal. Les scientifiques congèlent des animaux pour étudier la préservation des cellules face au froid extrême. Et pour animer les animaux cobayes, il fallait réchauffer leur cœur très rapidement. Au début, ils mettaient une spatule brûlante contre leur ventre. Étrangement, ça fonctionnait certaines fois, mais ça brûlait aussi le pauvre rongeur. Donc un scientifique a eu l'idée d'utiliser un micro-ondes spécial qui concentrait la chaleur directement vers le cœur de l'animal, ce qui lui ramenait à la vie sans le brûler. Tout ça a eu lieu plusieurs années avant que les micro-ondes soient utilisés pour réchauffer de la nourriture. Il s'est fait traîner dans la rivière par son hippopotame de compagnie, l'animal qu'il avait élevé depuis que c'était un bébé. Des années auparavant, il avait sauvé le jeune hippopotame d'une crue et il montait sur l'hippopotame comme sur un cheval dans sa propriété, malgré les risques évidents de garder un tel animal comme si c'était un chien. Et un jour, alors qu'ils étaient tous les deux dans la rivière, l'hippo l'a attaqué et mordu plusieurs fois comme possédé par la rage. Et forcément, monsieur n'a pas survécu. Il a séparé sa langue en deux avec un laser, ce qui a brûlé la peau en même temps que ça avançait. Ensuite, il a scié ses dents pour qu'elles soient pointues. Son corps entier a été tatoué avec des écailles vertes, ce qui a pris à peu près 700 heures pour tout faire. Il s'est même implanté des bosses au niveau des sourcils et le tout sans anesthésie, hein, bien sûr. Résultat, la douleur était tellement intense qu'il a vomi tout en ayant des hallucinations. Et ses dents pointues et langue doublée l'ont empêché de pouvoir bien parler. Il a donc dû réapprendre à parler comme les enfants à la maternelle.
maternelle. Ces fourmis contractent leurs muscles au niveau de leurs abdos avec tellement de force que leur corps explose. Et à l'intérieur, elles ont des glandes spéciales remplies de vilaines toxines collantes. Avec l'explosion de leur corps, cette bouillie toxique explose sur leurs ennemis, ce qui met en PLS paralysante voire PLS mortel l'insecte en face. Et forcément, ça balaye aussi la fourmi vers les ténèbres. Cette technique kamikaze est l'arme de défense ultime des fourmis Colobopsis explodens. Quand une baleine meurt, leur énorme corps flotte à la surface à cause de gaz piégés à l'intérieur. Un tel repas gratuit attire des prédateurs comme des requins de toutes parts. Ils dévorent la peau, la graisse et les muscles à la vitesse de l'éclair, ce qui permet au gaz piégé de s'échapper. La carcasse n'ayant plus ces gaz, elle plonge au fond de l'océan. Là, les crustacés, mollusques et autres animaux vont se mettre à table et dévorer tout ce qui reste de l'animal, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le squelette. Puis des vers mangeurs d'os se jettent dessus et engloutissent les os sur plusieurs dizaines d'années. La trompe d'un éléphant n'a beau avoir la taille que d'une branche d'arbre, elle est assez puissante pour déraciner un arbre si l'éléphant est de mauvaise humeur. La trompe est composée de plus de 40 000 muscles et avec cette force, il peut soulever des rochers de plusieurs centaines de kilos. Mais tous ces petits muscles peuvent aussi être tellement délicats qu'il peut cueillir une fleur ou un autre petit objet, voire même craquer une seule noix avec précision. Ils étaient placés dans un sac avec un singe, un serpent et une poule. La punition ultime était réservée aux gens qui avaient tué leurs parents. Le sac était ensuite scellé et jeté dans une rivière. Pendant que la personne galérait à respirer, les animaux paniqués attaquaient de partout. Résultat, une situation chaotique et brutale à souhait, le but étant que la punition soit aussi horrible que le crime. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est réussi. Les éléphants ont déboulé sur elle et l'ont écrasée sans pitié alors qu'elle essayait de les fuir. Sans surprise, elle a vite été balayée hors du monde des vivants. Mais alors que sa famille l'a préparée pour l'enterrement, ce même troupeau d'éléphants a débarqué de nulle part. Tout le monde a fui dans un chaos absolu et un éléphant est venu chercher le cadavre et l'a balancé dans les airs. Puis le troupeau a trouvé sa maison et l'a complètement démolie, ainsi que 3 autres maisons aux alentours. Ce qui a amené la question, mais qu'est-ce qu'elle avait bien pu faire à ces éléphants? Le propriétaire tabassait sa chèvre avec des bâtons et il le faisait pour que la chèvre soit agressive contre les humains, pour qu'elle devienne une chèvre de garde qui empêche les autres de l'approcher. Cette folie a duré pendant très longtemps, mais un jour la chèvre n'en pouvait plus et a vu rouge. Elle a chargé façon coup de boule son propriétaire avec ses cornes pointues droit dans l'estomac. Non pas une mais 2 fois. Monsieur commençait à vouloir fuir chez lui, la chèvre l'a pourchassé jusqu'au porche de sa maison, puis elle l'a chargé encore, ce qui l'a envoyé faire un vol plané. Il a mangé le sol tellement fort qu'il a rendu l'âme en à peine quelques minutes. Quand les secours sont arrivés, la chèvre a été capturée, mais au lieu d'être euthanasiée, elle a été prise en charge par un refuge. Ils mettent leurs mains dans un gant rempli de fourmis et les fourmis plantent leurs dards sans arrêt dans leurs mains. Ce sont des fourmis balles de fusil. Une piqûre est aussi douloureuse que vous faire tirer dessus. Et ces centaines de piqûres vous brûlent pendant des heures voire des jours. Les jeunes garçons doivent supporter la douleur sans abandonner. Ils le font comme test pour devenir des hommes de leur tribu en tant que garçons forts et courageux. Mais il faut d'abord réussir ce rituel douloureux non pas une mais plusieurs fois. Quand certains animaux clignent des yeux, leurs paupières se ferment à l'horizontale. D'autres ont comme nous des paupières verticales et ils ont aussi cette deuxième paire qui se ferme à l'horizontale. Elle est faite d'une membrane qui sert à nettoyer les yeux en dégageant les saletés. Et cette paupière est complètement translucide, ce qui permet à l'animal de voir à travers, ce qui leur donne l'avantage de ne jamais perdre de vue proie ou prédateur tout en pouvant cligner des yeux en même temps. Si vous frôlez un cactus cholas, les bouts se détachent immédiatement comme s'ils étaient propulsés sur vous. Les épines pointues comme pas possible vont facilement pénétrer dans votre peau et quand vous allez les retirer de là, les minuscules pointes barbelées s'enfoncent encore plus, ce qui va vous faire chialer comme jamais. Pour les retirer, utilisez un peigne pour les brosser dans le sens inverse de votre peau. Puis utilisez une pince à épiler pour les enlever une à une. Elle vous mord, ce qui crée une petite plaie sur votre peau, puis elle vous attaque les chouilles le sang avec sa langue en forme de cuillère. Pendant qu'elle boit un produit chimique dans sa salive joue le rôle d'anticoagulant et empêche votre sang de sécher, ce qui lui permet de boire à foison. La chauve-souris vampire ne boit qu'une petite quantité, l'équivalent de 2 cuillères à café, avant de partir dans la nuit noire. Certes, elle ne s'attaque en général qu'aux animaux dehors, mais parfois elles ne disent pas non au sang bien sucré et chargé en protéines des humains. Si vous êtes sur le point de rentrer dans un cerf sur la route, la plupart des gens vont mettre un coup de volant drastique, mais ça risque de finir en crash bien plus mortel pour vous. Au lieu de ça, freinez le plus doucement possible, gardez la voiture droite et préparez-vous à l'impact. Dès que vous rentrez dans le cerf ou le sanglier, relâchez le frein pour que votre voiture pousse le cerf sur la route, sinon le cerf peut passer par-dessus le capot, briser votre pare-brise et vous rentrez dedans de plein fouet, direction le cimetière. Quand une femelle tigre vous mord, elle découpe dans votre peau et s'accroche avec des trucs qui ont des dents, puis elle injecte une substance qui vous paralyse localement, ce qui vous empêche de sentir la présence de cette horreur. Cette salive est aussi anticoagulante, donc votre sang ne sèche pas, il coule à flot dans sa bouche. Pendant des jours, la tigre boit tellement qu'elle grossit et grossit et grossit, et une fois qu'elle a terminé son buffet à volonté, elle se détache, tombe par terre et commence à pondre ses os démoniaques. Mais c'est quoi une pomme de pin? C'est que c'est des trucs qui tombent des arbres, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ça peut vous surprendre, mais ce sont les organes reproducteurs des pins. Les graines de ces arbres sont contenues à l'intérieur de la pomme. Quand il fait froid et que c'est dangereux, la pomme de pin reste fermée pour protéger les graines. Puis quand les douces températures reviennent, quand les graines ont le plus de chances de pouvoir grandir, la pomme de pin s'ouvre pour les relâcher et le vent se charge de les diffuser, pour ensuite créer des forêts entières. Si vous perdez votre bras, un docteur va tricoter votre plaie et la refermer, et vous n'aurez probablement plus ce membre pour le reste de votre vie. Et c'est aussi vrai pour la plupart des animaux, mais il y a des petits malins qui font exception, comme une étoile de mer par exemple. Elles aiment être différentes. Quand elles perdent un morceau, la blessure guérit illico, puis les cellules spéciales fusent au niveau de la blessure. Puis elles grandissent et se transforment en nerfs, vaisseaux sanguins, peau, bref, tout ce qu'il faut. Et après quelques mois, hop, comme neuf. On dit souvent qu'on mange plein d'araignées pendant notre sommeil, car elles grimpent partout et finissent au fond des bouches ouvertes. On avance même un chiffre de 8 araignées par an en moyenne. Mais est-ce réellement la vérité? Pourquoi est-ce qu'une araignée irait se mettre dans un endroit humide qui n'a pas l'air d'abriter des proies à manger? Eh bien la vérité c'est que c'est sans doute un mensonge propagé à travers le monde, car aucun récit scientifique ou médical n'en a jamais parlé. Par contre, des araignées peuvent et ont déjà été trouvées dans des oreilles. L'escargot mange des crottes d'oiseaux infestées
infesté par un œuf de parasite qui éclot une fois qu'il est à l'intérieur. En grandissant, le ver fait son chemin jusqu'au niveau des yeux de l'escargot, ce qui les fait grossir et briller avec des lignes blanches et vertes. Et le ver prend contrôle du comportement de l'escargot en le faisant grimper aux arbres, là où c'est facile pour les oiseaux de le repérer. De tels yeux ressemblent délicieusement à des chenilles pour les piafs, et quand un oiseau finit par choper et dévorer l'escargot, le parasite prend encore plus d'œufs à l'intérieur de l'oiseau qui sont éjectés dans ses crottes et rebelote. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les bananes sont courbées? C'est grâce au soleil. Les bananes commencent leur vie de fruit en pointant vers le sol, mais plus elles grandissent, plus elles se courbent pour diriger la pointe vers le soleil. C'est ce qu'on appelle le gravitropisme négatif. Négatif car de direction contraire à la gravité. C'est la tactique qu'emploie la banane pour obtenir plus de lumière du soleil. Et comme elles ont commencé par pointer vers le bas, le changement de direction les pousse à changer leur forme. Ils ont pas des rayures blanches et noires tout le long du corps des vaches avant d'ajouter des fines lignes au niveau de leurs jambes. Le truc c'est que les mouches arrivent à détecter la peau des vaches jusqu'à se poser sur elles et les mordre pour manger. Mais les rayures bousillent la vision précise des mouches comme une illusion d'optique, ce qui met la mouche en PLS qui rebondit sur la peau des vaches ou rate les vaches complètement. C'est pour la même raison que les zèbres ont évolué des rayures. Pourquoi les oiseaux volent en V? Ça ressemble à un ordre spécial avec le leader à plumes devant qui mène la voie. Mais c'est totalement faux. C'est plutôt une histoire de stratégie. L'oiseau qui est devant est celui qui s'épuise le plus car il prend toute la résistance de l'air dans les ailes, tandis que le flux d'air cassé par ses ailes vient directement sur les plumes de ceux derrière, ce qui rend le vol beaucoup plus facile pour les autres oiseaux, parfait pour voler sur de très longues distances. Et comme les cyclistes à vélo, chaque oiseau passe chacun son tour en tant que leader, un pour tous pour un. Beaucoup de gens pensent que quand un animal fait le mort, c'est une tactique de défense pour ne pas se faire dévorer. Mais si on prend cet opossum par exemple, ce n'est pas du tout la vérité. Quand ce petit gars a terriblement peur d'un prédateur, il est tellement terrifié qu'il entre en PLS mental proche du coma. Son corps tout entier s'arrête à cause de la peur, et ça peut durer jusqu'à 4 heures tétanisé. Est-ce que c'est intelligent puisqu'un prédateur n'a plus qu'à le croquer? Probablement pas. Mais bon, avec un peu de chance, il se réveillera l'esprit confus mais en vie. Si un serpent venimeux se mord lui-même, ses crochets vont injecter du venin de la même manière que si c'était une proie ou votre cheville. Le venin pénètre sa circulation sanguine en distribuant des toxines à tout va. Normalement c'est mortel pour tout le monde, mais bien des serpents ont développé une immunité contre leur propre venin parce qu'ils ont été exposés à leur venin à faible dose pendant très longtemps. Le venin dans sa circulation sanguine se fait neutraliser par des anticorps, c'est comme ça que fonctionnent les antivenins pour les humains. Si vous mangez un insecte comme une fourmi, vous penserez que c'est comme manger du vide, mais 20% d'une fourmi est composée de protéines, et une seule fourmi vous en donnera près d'un milligramme. Si vous en mangez une poignée entière, ce sera la même quantité de protéines qu'un petit morceau de steak. Et si vous voulez avoir autant de protéines qu'il y a dans votre shaker, il faudra manger à peu près 20 000 fourmis. Allez, bon appétit! Si un serpent décide de vous pourrir l'existence en vous mordant, les muscles autour de ses glandes à venin se contractent, qui pressent son venin et le poussent vers l'avant à travers les crochets et droit dans votre corps. Le venin commence direct à briser vos cellules avec la douleur et le gonflement qui vont avec. Et certains serpents ont du venin qui préfèrent balayer votre système nerveux au point où ça peut finir avec vous paralysé. Si le venin atteint les muscles autour de vos poumons, là c'est adios dodo finito, retraite permanente du monde des vivants. Si vous êtes mordu par une veuve noire d'Australie, les glandes proches de sa bouche propulsent le venin à travers ses crochets et droit vers les deux plaies. Le venin se propage vite autour de la morsure et balaye vos terminaisons nerveuses qui entrent en PLS catastrophique, ce qui force vos muscles à se contracter violemment et fait horriblement mal. Mais n'ayez crainte, parmi les morsures d'araignées australiennes, le venin de veuve n'est mortel que pour les jeunes enfants et les personnes très vieilles. Un adulte en bonne santé va juste chialer et hurler pendant des heures. Mettre des coups de poing et coups de pied au niveau de ses yeux et de ses branchies va vous permettre de vous défendre pendant une attaque de requin, car le requin peut être vexé que vous osiez vous défendre. Surtout regardez droit dans les yeux ce requin, car les requins sont des sourdois qui préfèrent attaquer en douce furtivement, pas se battre avec des proies qui les ont repérés. Et si les requins décident de s'en aller, fuyez lentement mais sûrement vers la plage ou votre bateau, mais sans envoyer de l'eau partout tellement vous vous pissez dessus. Elle a sauté dans le vide mais son parachute principal ne s'ouvrait pas, et quand elle a enfin réussi à ouvrir son parachute d'urgence, elle est partie en tourbillon incontrôlable avant de frapper le sol à près de 130 km/h, ce qui a pulvérisé ses os. La force était tellement puissante que ses plombages dentaires ont été éjectés de ses dents. Elle aurait dû être envoyée au cimetière sur le coup, mais elle est tombée droit sur un nid de fourmis de feu. Alarmée par cette intrusion, les fourmis l'ont piqué de leur dard et venin plus de 200 fois. Cette accumulation de venin a agi comme un défibrillateur qui a choqué son cœur au point qu'il s'est mis à battre de nouveau, avec une énorme quantité d'adrénaline qui parcourait alors ses veines. Quand les secours l'ont retrouvée, elle est découverte de fourmis mais en vie. 2 semaines de coma, 20 chirurgies reconstructives et 17 transfusions sanguines plus tard, la voilà en bonne santé. Le crocodile a déchiré la tente et a attrapé un homme dans sa mâchoire. Il a crié à sa femme de protéger leur bébé pendant qu'il se faisait traîner vers la mer. Mais une grand-mère qui campait aussi sur la plage a entendu ses hurlements et avec un courage de malade, elle a couru et elle a sauté sur le crocodile qui a fini par relâcher l'homme. Et d'un coup de tête en arrière, il a brisé le nez de mamie avant d'attraper son bras. Et son fils a pris son fusil de chasse et a fusillé 4 fois ce crocodile marin. Le croco est mort et les 2 victimes ont été transportées à l'hôpital, mais c'est aujourd'hui vivante et en bonne santé. Si un dragon de Komodo vous fonce dessus, il va vous attraper et vous briser la jambe par la simple force de sa mâchoire. Votre meilleure chance de survie n'est pas de partir en courant mais de grimper à un arbre. Ces lézards aux gros muscles sont incapables de grimper à un arbre à l'âge adulte. Sinon courez en zigzag car ils sont nuls pour vite changer de direction. Si vous êtes mordu, le venin et son anticoagulant vont faire en sorte que vous vous vidiez de votre sang. Mais même si vous ne mourrez pas, leur bouche dégueulasse a parfois des restes de viande en décomposition qui vont infecter vos blessures et vous envoyer droit vers le cimetière. Si une araignée grossissait comme dans vos cauchemars avec un gabarit de 600 kg et des pattes de 4 mètres de long, elle pourrait en théorie mettre toute l'humanité en PLS. Mais dans la vraie vie ça ne se passerait pas comme ça. Cette araignée, comme
d'autres arachnides et insectes, respire via les côtés de son corps. Mais ça ne fonctionne qu'avec les animaux très petits. Une araignée géante ne pourrait pas absorber assez d'oxygène comme ça, et elle s'étoufferait quasi instantanément. Et même si elle survivrait, ses pattes seraient trop fines pour supporter ses grosses fesses, car sa masse grossirait largement plus que la taille de ses pattes et de ses muscles. Ils ont coincé leurs bois les uns dans les autres, et ces bois peuvent se coincer d'une telle manière qu'il n'y a plus aucun moyen de les séparer. Les deux serre tournent et galèrent comme pas possible en essayant de se libérer, ce qui peut durer des jours et des jours, jusqu'à ce qu'à un moment l'un des deux tombe de fatigue et de blessure. L'autre doit alors traîner son adversaire. Pour s'échapper, il se remue encore et encore, jusqu'à ce qu'il fasse guillotine de la tête de son adversaire, et il sera alors coincé avec le trophée morbide de son combat. Approchez-le par derrière et jamais par les côtés ou par l'avant. Si vous devez faire de la lutte avec un alligator, couvrez-lui les yeux avec un t-shirt ou une serviette pour l'aveugler, ce qui va ralentir son comportement. Puis sautez sur son dos pour faire du dada. En plaçant vos mains sur son cou, vous poussez sa tête vers le bas. Une fois au-dessus de sa tête, poussez avec toute votre force vers le bas en gardant ses yeux couverts et en fermant sa mâchoire. Ses muscles pour ouvrir sa bouche sont plus faibles que vos muscles pour la garder fermée, et pour le relâcher, jetez sa tête en avant en sautant vers l'arrière. Puis fuyez, bande d'insolents. Il a avalé un caillou presque aussi gros que la taille de sa bouche et il a commencé à s'étouffer. Son propriétaire a foncé chez le vétérinaire, où ils ont doucement mais sûrement ajouté de l'anesthésie dans son eau, ce qui l'a forcé à faire dodo. Une fois qu'il a arrêté de nager, ils ont mis sa bouche en dehors de la surface et ont inséré une pince pour sortir le caillou de là. Le lendemain, le poisson rouge s'est réveillé en parfaite santé comme si de rien n'était. Par contre, le portefeuille du propriétaire s'est vidé de plusieurs centaines d'euros. Les cobras ont l'air de danser sous la musique si quelqu'un joue de cette flûte devant eux. On a tous cru que ces serpents devaient être envoûtés par ces mélodies, mais ces serpents sont en fait complètement sourds. Ils n'entendent pas les sons via l'air. Leurs mouvements sont calculés sur ce qu'ils voient et les vibrations que le serpent ressent via le sol. Le serpent suit les mouvements du charmeur de serpent qu'il voit comme une menace ou une curiosité. Le comportement du serpent est un mécanisme de défense et pas une dense réaction à la musique. L'aiguille est insérée à l'intérieur de l'araignée morte, ce qui pompe de l'air dans ses pattes. Cela les force à s'ouvrir et se refermer à volonté. Les biologistes peuvent contrôler ce mouvement, ce qui transforme l'araignée en un outil à agripper des choses. Comme les pattes de l'araignée sont couvertes de poils microscopiques, elles peuvent être utilisées pour attraper de petits objets et même lors de chirurgie pour manipuler des outils trop petits pour la main humaine. Il a braqué un couple la nuit avec un couteau, mais la sécurité l'a vu et l'a pourchassé. Paniqué, il a couru vers un zoo et a escaladé un mur. Il voulait se cacher à l'intérieur jusqu'à être tranquille, mais dans la nuit, il n'a pas remarqué qu'il venait d'atterrir dans l'enclos des tigres. À l'intérieur, il avait deux tigres adultes surpris par ce visiteur, et avant même qu'il ne cherche à s'enfuir, ils l'ont attaqué sans pitié. Des crocs dans la nuque et dans le corps ont eu raison de lui. Quand la police est arrivée, il avait déjà rejoint ses ancêtres au cimetière. Il a nagé droit vers elle avec un hameçon coincé dans sa bouche, et au lieu de fuir, elle a placé sa main à l'avant de sa bouche et a retiré l'hameçon du requin. Puis lorsqu'elle est revenue plonger au même endroit, un autre requin a débarqué, puis un autre et encore un autre, tous avec des hameçons coincés dans la bouche. Donc elle essayait de les retirer, il partait sans doute sous la douleur, mais il revenait sans cesse, jusqu'à être libéré. Au fil des années, elle a récupéré comme ça plus de 300 hameçons. Ils ont enfoncé un tube à l'intérieur du terrier de l'écureuil, puis ils ont pompé à l'intérieur un gaz inflammable, jusqu'à ce que le terrier en soit rempli. Puis ils ont allumé une étincelle, le gaz s'est instantanément allumé, ce qui a fait badaboum et envoyé une telle onde de choc que la terre et de la fumée ont explosé de sous terre. La force a même fait voler le pauvre écureuil, une méthode ahurissante de contrôle de rongeurs qui ravage les champs d'agriculteurs aux États-Unis. Une fourmi peut soulever 50 fois sa propre masse, et pour soulever votre corps d'humain de 70 kg, cela prendrait à peu près 1 million de fourmis. Mais les fourmis n'ont pas la coordination nécessaire pour des objets si gros, seulement pour ceux pas très grands. Chaque fourmi pourrait soulever le bon pourcentage de votre masse, mais en tant que groupe, elle n'essaierait pas de soulever en même temps et pas non plus vers la même direction. Donc de rage, elle finirait par vous offrir 1 million de morsures et de venin. Il a planté ses talons dans le dos de la chèvre alors en PLS, puis il a battu des ailes et tiré l'animal vers le bord de la falaise. La chèvre a donné des coups et s'est tordue pour essayer de s'échapper. Ils sont tous les deux tombés dans le vide. Mais juste avant la dernière chute, l'aigle a relâché son emprise et s'est envolé. La chèvre, elle, n'a rien pu faire d'autre que de s'éclater au sol. Puis l'aigle est arrivé devant son repas et s'est mis à table. Il a placé son corps tout autour de sa victime, et à chaque fois que la proie étire de l'air, le serpent resserre son étreinte. C'est grâce à des nerfs ultra sensibles le long de la peau du serpent qui ressentent le battement de cœur de la proie. Tant que le sang se fait pomper, le serpent serre de plus en plus son câlin mortel. Mais une fois que le cœur s'arrête, le serpent relâche automatiquement son étreinte, ce qui les aide à économiser de l'énergie quand ils tuent leur proie. Un puma affamé a foncé vers un jeune enfant dans son jardin, mais juste avant qu'il ne lui saute dessus, la chienne de la famille a repéré l'intrus à moustache et s'est jetée sur lui, coup de boule, dégage de mon humain. La chienne s'est alors mise à se bagarrer avec le puma pendant que le mioche a couru vers sa maison. D'ici à ce que la police arrive sur place, le puma avait planté ses crocs dans la nuque du toutou. Ils ont criblé de balles le puma, mais la chienne ne bougeait plus jusqu'à ce que l'enfant s'approche. La chienne s'est alors relevée et a cherché un câlin. Fort heureusement, elle a guéri de ses blessures. Après être sortis de leur œuf, les bébés tortues rampent et foncent droit vers l'océan. Mais la nature n'a aucune pitié et les crabes et les oiseaux les attendent sur la plage pour les dévorer. En rampant sur le sable, des centaines de bébés sont capturés avant même qu'ils ne touchent le sable mouillé près des vagues. Et même pour ceux qui réussissent cette course mortelle, des poissons et d'autres prédateurs les chassent pendant qu'ils nagent. Seule une poignée de bébés tortues survivent suffisamment longtemps pour grandir et devenir adultes. Des années plus tard, les femelles qui ont survécu retournent sur la même plage où elles sont nées pour y déposer leurs œufs. Les humains ont à peu près 600 muscles qui représentent 33 kg chez les hommes et 21 chez les femmes en fonction de leur taille. En comparaison, un éléphant a 100 000 muscles le long de son corps énorme, 160 fois plus qu'un humain. Les muscles humains sont spécialisés dans l'agilité et des mouvements précis. Ceux de l'éléphant sont là pour la puissance même et la précision. Mais malgré leurs énormes fesses, les éléphants peuvent marcher silencieusement grâce à cette couche en forme de coussin sous leurs pattes. Il a ordonné que tous les chats soient tués car il croyait qu'ils avaient tous l'âme de Satan en eux. À travers l'Europe, des milliers de chats étaient poursuivis et mis à mort sans la moindre pitié. Mais ces chats mangeaient les rats, souris et gerbilles qui vivaient
vivaient dans la rue. Et après qu'ils soient exterminés, les rongeurs se sont démultipliés et ont tout envahi. Certains d'entre eux étaient couverts de puces porteurs de la peste, et avec leur grand nombre, la peste s'est propagée à vitesse folle. Des millions de personnes ont été giflées vers la morgue, le tout à cause de la superstition du pape de l'époque. Vous vous êtes déjà demandé comment les serpents à sonnettes faisaient ce bruit? On pense logiquement que ça fonctionne avec un hochet avec des petites billes à l'intérieur. Ce n'est pas ça la vérité. En fait, la queue d'un serpent à sonnette est composée de parties vides qui sont empilées les unes sur les autres. Elles sont composées de kératine comme vos ongles. Quand le serpent se sent menacé, il secoue vite sa queue et les différentes parties vibrent les unes contre les autres, ce qui forme le bruit qu'on connaît. Ça, c'est un requin marteau. Et si vous regardez où sont ses yeux, vous allez logiquement penser que cet animal doit avoir une vision catastrophique. Mais vous vous trompez sur la bestiole. Le placement de leurs yeux est bizarre, et ça leur permet d'avoir une vision à presque 360 degrés. Ils ont sacrifié le fait de pouvoir voir devant et derrière pour mieux voir sur les côtés. Et vu comme celui-là chasse sa proie, clairement ça fonctionne pour eux. Un bousier va réunir une partie de crotte et commencer à la façonner pour qu'elle devienne une boule. D'abord, il utilise ses pattes avant puissantes pour presser la crotte dans une forme arrondie. Puis il lisse la surface avec ses pattes arrière de sorte que la boule soit bien lisse partout. Et quand il commence à la pousser, elle devient de plus en plus lisse, ce qui lui donne sa forme parfaitement ronde. Un chef cuisinier chinois a coupé la tête d'un serpent pendant qu'il préparait un plat. Mais alors qu'il allait jeter la tête à la poubelle, le système nerveux du serpent s'est réveillé d'un coup et la tête coupée s'est propulsée en avant et lui a mordu la main, les crochets s'enfonçant bien dans sa peau. La morsure lui a servi une bonne dose de venin, façon entrée plat dessert mortel. Le chef est tombé dans les pommes avant de se réveiller dans le monde des ténèbres. Des lapins robots ont été placés profondément dans les marécages de Floride. Ils étaient couverts de fourrure et chauffés de l'intérieur, ainsi que programmés pour bouger comme des lapins. Les pitons birmans invasifs dévorent trop d'animaux là-bas. Lapins, ratons laveurs, oiseaux, lynx, tout se fait gifler vers l'extinction. Mais trouver les pitons responsables dans l'immense Everglades est impossible. Donc ils ont mis les lapins robots en tant qu'appât pour attirer les pitons en quête d'un repas. Quand des caméras repéraient les criminels recherchés, les chasseurs déboulaient et capturaient le serpent insolent. Si vous zoomez à fond sur votre visage, vous allez trouver des petits insectes qui vont et viennent dans les pores de votre peau. Ces bestioles microscopiques mangent l'huile naturelle de votre peau, mais ils n'ont aucun moyen de faire caca. Donc leurs excréments s'accumulent à l'intérieur de leur corps pendant toute leur vie. Et quand ils finissent forcément par mourir, tous ces excréments finissent par exploser sur votre peau. Votre système immunitaire entre alors en panique totale, qui cause des boutons tout rouges. Donc si votre visage devient rouge et irrité, c'est peut-être à cause de crottes microscopiques. Les bois sont éjectés avec les violentes secousses de tête du cerf, ce qui donne l'impression qu'il va perdre ses bois à tout jamais. Mais les cerfs et les élans perdent leur bois à chaque hiver. Puis une réaction chimique produit le calcium dont ils ont besoin pour en faire pousser des nouveaux. En grandissant, ils sont recouverts d'une peau velours toute douce, et cette peau apporte de l'oxygène et du sang au bois jusqu'à ce qu'il soit complètement formé. Quand le bois devient solide, les cerfs frottent le velours pour qu'il s'enlève et les bois sont prêts à être utilisés. Quand un bulldog français respire, son museau écrasé sur lui-même et ses narines rétrécies empêchent l'air de circuler normalement. Mais il y a quelques centaines d'années, ils avaient des museaux plus longs, des visages plus lisses et nourridés et des jambes plus droites. Avec le temps, des frères et sœurs étaient forcés de se reproduire ensemble pour exagérer les caractéristiques que voulaient les clients. Et maintenant, leurs grandes gueules forment des dents trop resserrées les unes contre les autres et même des gencives constamment malades. Leurs plis de peau sont victimes de nombreuses infections et leur museau leur cause tout un tas de problèmes respiratoires. Et comme ils ont été élevés pour avoir des grosses têtes, la femelle a toutes les peines du monde à mettre bas à des chiots aux grosses têtes, donc ils sont souvent sortis par opération chirurgicale. Les cigales passent la plupart de leur vie enterrées sous terre à boire des nutriments le long de racines. Et année après année, des milliards restent cachés là-dessous, à grandir lentement dans la pénombre. Et après plus de 17 ans, les larves commencent toutes ensemble à sortir de terre. Des milliards sortent toutes ensemble. Elles recouvrent les arbres, les clôtures, les rues, et chaque femelle pond des centaines d'œufs dans les branches d'arbres. Et quand les petits bébés sortent des œufs, ils se laissent tomber au sol, puis ils creusent dans le sol et commencent le cycle de zéro. Si vous restiez à côté d'un coq pendant qu'il gueule le matin, ce serait tellement bruyant que ça violenterait vos tympans de manière permanente. Un cri de coq est presque aussi bruyant qu'un tir de pistolet. Alors comment ce voisin insupportable fait pour ne pas devenir sourd? Leurs oreilles sont juste là pourtant. Mais il a une technique. Quand il ouvre sa bouche, il met sa tête en arrière, ce qui pince son canal auditif et force de la matière à couvrir son tympan. Ce qui veut dire que les coqs ont des boules pièces intégrées. Si un crabe perd ses pinces et après arrive à s'enfuir comme par miracle, vous penserez sûrement qu'il va vivre une vie sans pinces tout le reste de ses jours. Mais les crabes ne sont pas nuls comme nous. Ils ont la capacité de vite fermer leurs plaies avant qu'elles ne commencent à s'infecter. Ensuite, de nouvelles cellules débarquent et commencent le processus de régénération. Après quelques cycles de mue, le crabe aura une toute nouvelle pince tranchante. La dent d'un T-Rex est aussi longue qu'une banane et suffisamment tranchante pour broyer des os, tandis que la longue dent d'un narwhal tourbillonne hors du haut de sa tête, elle qui fait plus de 2 mètres de long. Certaines baleines ont des milliers de dents modifiées qui forment un rideau filtreur. Le rôle est de capturer des millions de planctons microscopiques, tandis que les défenses d'un éléphant peuvent faire 2 mètres et parfois même 3 mètres de long, aussi long qu'une voiture, et elles peuvent balayer ce véhicule. Si vous regardez à l'intérieur d'un nid de fourmis, vous allez trouver tout un système de pièges, chambre, cuisine, salon. Les fourmis esclaves, aussi appelées ouvrières, creusent dans le sol par instinct avec leurs mandibules, puis elles traînent cette terre à l'extérieur de la colonie, et là elles la laissent traîner, ce qui finit par former la paroi extérieure du nid. À l'intérieur, elles créent une véritable ville de tunnels qui relie toutes les pièces de la communauté. Certaines servent de nurserie pour les jeunes larves, d'autres servent de placard où ranger la nourriture. Et pour protéger la feignasse de reine, ces quartiers sont au plus profond de la colonie. Un incendie immense menaçait de ravager la grange et de tuer les 18 bébés cochons à l'intérieur. Mais les pompiers ont réussi à éteindre le feu et à sauver les animaux en détresse. Pendant les 6 mois qui ont suivi, les cochons ont grandi peinards dans la ferme. Mais ces cochons étaient élevés pour leur viande et ont ensuite vite été envoyés à l'abattoir. Ils ont été transformés en saucisses et offerts en cadeau aux pompiers qui ont dévoré au barbecue les cochons qu'ils avaient sauvés des flammes quelques mois auparavant. Ils ont retiré les dents de l'ours ainsi que toutes ses griffes pour en faire un combat équitable. Ils ont même coupé les tendons dans ses bras pour qu'il ne puisse pas agripper ses adversaires.
terre. Ces ours étaient utilisés dans des combats de lutte en direct qui avaient lieu dans des bars dans les années 90 aux États-Unis, en Russie et ailleurs. Des gens allaient se battre avec un de ces ours et s'ils gagnaient, ils gagnaient une certaine somme d'argent en récompense. Certains allaient même jusqu'à tricher en donnant de l'alcool aux ours avant le combat. Mais les ours étaient quand même bien plus forts que les humains et plantaient au sol les lutteurs qui étaient dans l'incapacité de se relever. Si vous mettez tous les humains sur Terre sur une balance, on pourrait avoir 450 millions de tonnes. Mais ce serait quoi si on y plaçait tous les insectes sur Terre? Est-ce que ce serait équivalent ou pas du tout? La planète est infestée de 10 trillions d'insectes, très largement plus que le nombre d'humains, et bien plus en termes de masse. Tous ensemble, ils pèseraient 900 millions de tonnes, presque le double de la masse de tous les humains sur Terre. La scie à fil est entourée autour de la corne, et un mouvement en va-et-vient à la coupe nette. C'est nécessaire que la corne d'une chèvre devient trop longue, car parfois la courbure fait que la corne revient vers le visage et lui rentre dedans. Une telle pression non-stop vers les yeux peut causer une infection, voire faire perdre la vue à la chèvre. Donc mieux vous couper la corne avant que cela n'arrive. Si vous êtes à distance d'attaque d'un serpent venimeux, votre instinct va peut-être vous dire de courir, mais tout mouvement soudain peut mettre la pression au serpent, qui va encore plus être en colère. Faites l'inverse et restez calme, en reculant doucement sans faire de gestes brusques. Si le serpent veut absolument vous mordre les tibias, mettez quelque chose entre vous et lui comme une veste ou un sac. Et si vous êtes quand même mordu, essayez de ne pas paniquer, car ça va augmenter votre rythme cardiaque et propager le venin encore plus vite dans votre corps. Si vous prenez un poisson de l'océan et que vous le balancez dans un lac d'eau douce, comme un caillou, il va vite mourir, parce que dans l'eau douce, sans sel, il absorbe trop d'eau, ce qui gonfle ses organes comme des ballons. Mais si un requin bulldog est placé dans un lac, il commence à pisser comme jamais, jusqu'à 20 fois plus que la normale pour éjecter l'eau en excès qu'il absorbe. Pendant ce temps, une glande spéciale dans leur derrière travaille à fond la caisse pour garder un maximum de sel, ce qui préserve l'équilibre fragile dans leur sang. Donc attention en Floride après des tempêtes. La vache lui a mis un coup de boule dans le dos, droit dans un tas de fumier, ce qui a brisé une de ses hanches. Il était incapable de bouger et était trop loin pour appeler à l'aide. Pendant 5 jours, il est resté dans la saleté, il se faisait cuire par le soleil de jour et congelé par le froid de nuit. Mais tout n'était pas perdu. Une de ses chèvres l'a trouvé et est restée près de lui. La nuit, elle se mettait contre lui, ce qui l'a gardé au chaud. Des jours ont passé et sans nourriture ni eau, l'homme était en train de faiblir dangereusement. Mais la chèvre avait du lait qu'il a pu boire, ce qui lui a donné juste assez pour survivre. Il a finalement été retrouvé et envoyé à l'hôpital, et il est sûr qu'il n'aurait pas survécu sans elle. Quand une araignée pisse de la soie par son derrière, on dirait que ça sort comme un fil solide. Mais avant que la toile soit exposée à l'air extérieur, elle est stockée à l'intérieur du corps sous forme de protéines liquides. Quand l'araignée se prépare à tisser sa toile, elle éjecte ce liquide par de petits trous, et dès que ça touche l'air extérieur, ce liquide se transforme en toile tissée. Ces fils peuvent s'étirer comme des élastiques à plus de 5 fois leur longueur, et c'est plus solide que l'acier à masse égale. Si vous tombez dans des eaux infestées par des alligators, vous allez immédiatement essayer de nager jusqu'au rivage aussi vite que possible. Mais tous ces éclaboussements ne font qu'attirer ces prédateurs qui vont vous découper sur place. Nagez plutôt extrêmement lentement comme si vous n'étiez pas une proie. Mais si un alligator suspecte quelque chose et se met à nager vers vous, là par contre hurlez comme pas possible et jetez-lui de l'eau dans la tronche pour lui faire peur. Mais si ça ne fonctionne pas et qu'il vous attrape le bras, donnez-lui vos meilleurs coups de poing dans les yeux ou les narines. Ce sont des endroits sensibles dans son armure qui vous donnera une unique chance de vous enfuir et de rester en vie. Elle a escaladé une barrière et est rentrée dans l'enclos des ours polaires. Et tout ça en plein milieu de la pause déjeuner. Un des ours polaires a foncé vers elle et l'a mordu par derrière. Le personnel du zoo avait enfin réussi à la tirer de là, mais presque sauvée, elle a glissé de la bouée et est retombée dans l'eau de l'enclos. Un ours l'a de nouveau attaqué avant qu'il ne réussisse cette fois à la tirer de là. Elle avait des profondes griffures et morsures, mais elle a survécu, avec en cadeau une amende pour son comportement complètement stupide. Le chien a été aspiré par le garage et a disparu dans une violente tornade. Après avoir fait des tours dans les airs, il a été balancé comme une vieille chaussette et la chute a brisé ses 2 pattes avant. Mais ce chien était déterminé à rentrer chez lui. Il a commencé à ramper en utilisant seulement ses pattes arrière et 3 semaines après la tornade, ses propriétaires l'ont trouvé devant leur porte d'entrée. Il était couvert de plaies visiblement fragiles mais bien en vie. Ils ont foncé chez le veto et après 2 semaines de soins, il a retrouvé l'usage de ses pattes. Si une cigogne essaye de porter un bébé, cette nulle ne pourrait même pas le soulever de quelques centimètres car les cigognes n'ont pas la force de transporter des choses au-delà de 500 grammes, loin de la masse d'un bébé. Même avec 5 ou 6 cigognes qui essaieraient en même temps, le bébé serait à peine soulevé du sol. Mais elle ne pourrait pas s'envoler avec de toute façon. Pour qu'une super cigogne réussisse à soulever un bébé, elle aurait besoin d'ailes d'une envergure de 6 mètres. En gros, être un petit avion. Il a récupéré un crocodile en train de crever au bord de la rivière, il l'a ramené chez lui comme si c'était normal, dans le but de le guérir. Pendant 6 mois, il l'a gardé dans un étang secret derrière chez lui, où il lui servait 4 kilos de viande par jour. Ce fou a même décidé de dormir à côté du crocodile, car il pensait que son amour allait l'aider à guérir de ses blessures. Et quand il a essayé de le libérer dans la nature, le crocodile a refusé de partir, et est resté avec son humain pendant plus de 20 ans. Pendant ce temps, ils ont fait le show pour des touristes, et quand le crocodile a fini par mourir, il a eu droit à un enterrement ouvert au public, où monsieur a chanté pour son ami crocodile. Il a tapé dans un pigeon en plein vol qui a brisé son casque et tapé son visage, ce qui l'a instantanément mis KO technique pendant qu'il était sur sa moto. Et pendant qu'il était dans les pommes, sa main a fait accélérer la moto au-delà de 120 km/h. En quelques secondes, il est sorti de route et il s'est pris un arbre de plein fouet, ce qui a balancé dans les airs. Le contact avec le sol a bousillé sa jambe et causé de multiples fractures. Heureusement pour lui, il a été emmené à l'hôpital et il a survécu. Si vous balancez un poisson vivant dans les toilettes, il va partir avec le flot de la chasse droit dans les égouts. Un énorme labyrinthe souterrain rempli d'eau sale et de trucs dégueulasses. Ensuite, le poisson va débarquer dans une station d'épuration des eaux usées. L'eau de toilette est nettoyée avec des produits qui sont absolument mortels pour les poissons. Mais imaginons que le poisson en sorte en vie par miracle. Il finira par atteindre une rivière, mais là il se fera sans doute dévorer par le premier prédateur qu'il croisera. Votre petit chien peut se faire choper par un aigle affamé et prêt à grignoter le petit toutou. Mais vous pouvez lui offrir une veste spéciale couverte de pointes en métal. Et là l'aigle peut venir faire le malin, mais tout ce qu'il va récolter ce sont des pointes dans ses pattes. Sans possibilité d'agripper votre chien, il sera obligé de
lâcher prise, ce qui permettra à votre chien de s'enfuir. Soyez juste sûr de ne pas lui mettre à l'envers. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'on avait des frissons, que ce soit quand vous avez peur ou quand vous avez froid, ça n'a pas l'air de servir à quelque chose. On sait que les frissons élèvent nos poils et chez les autres animaux, ça leur permet de se réchauffer, voire d'avoir l'air plus gros et menaçant. Mais chez les humains, à quoi servent-ils? Même si on a moins de poils que dans le passé, c'est la même chose. C'est un réflexe qui nous était utile lorsqu'on était des primates couverts de poils et qui n'a pas disparu aussi vite que la densité de poils elle-même.